Aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'espèces qui est menacée par l'extinction. C'est une espèce sur 4. Ces espèces-là, c'est le socle du vivant. Ça a été une grosse claque qui a un peu transformé mon émerveillement en sentiment d'urgence. Et vu que je cherchais de l'impact, je me suis dit, mais j'ai qu'à aider ceux qui ont de l'impact direct, c'est-à-dire les assos. Quand tu racontes ce que tu fais, on te dit « Ah, mais je connais un tel, il fait ça, t'as déjà entendu parler de ça ?» Et moi, je prends tout ça, je me nourris de ça. Il faut être amoureux du problème et pas de sa solution. Et après, tu lâches pas jusqu'à ce que tu aies une réponse. J'essaye le truc le plus compliqué, et dans tous les cas, je le ferai, même de la manière la plus schlag. Trouve la chose qui te fait le plus vibrer, et après, applique-le à la cause qui te tient à cœur. Comment passer de la conviction à l'action ? Nous, c'est Paul et Margot, et nous partons à la rencontre de ceux qui ont réussi à le faire. Ce sont des entrepreneurs qui, à travers leurs histoires et leurs expériences, vont nous permettre de comprendre comment ils se sont mis en mouvement. Alors, prêt à prendre la vague ? Merci beaucoup, Émilie, d'être là. Je suis trop content de t'avoir pour ce podcast. Merci de m'accueillir. Déjà, c'est trop cool la manière dont on s'est rencontrés. On a mis la vidéo sur TikTok en disant qu'on allait lancer le podcast. Et c'est quoi, c'est une pote à toi, c'est ça qui t'a Ouais, tagué ? c'est une pote qui est tombée sur votre vidéo, alors que je pense que vous veniez juste de la poster. C'était une de vos premières vidéos et tout. Ouais, et puis on avait personne sur le compte. Enfin, on devait avoir Bah 200 ouais. followers sur TikTok. Et en fait, elle m'a taguée puisque vous parliez de vouloir enregistrer des personnes qui sont engagées, etc. Et Elle a pensé à moi. toi. Et Trop du bien. coup, j'ai suivi, je vous ai envoyé un message. Et nous, on a bien aimé ce que tu fais. On a été impressionnés par pas mal de choses, notamment le fait d'entreprendre en étant jeune, le fait d'entreprendre sur des projets engagés, autour de la biodiversité, qui est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'engagement. Donc hyper intéressant de creuser tout ça avec toi. Mais pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, carrément. Je m'appelle Émilie, j'ai 25, bientôt 26 ans. Et effectivement, je suis engagée depuis le lycée pour la préservation de la biodiversité. Et donc, j'ai fait des études de préservation de la faune et de la flore, de politique environnementale, même de droit de l'animal. Et j'ai surtout travaillé au sein de plusieurs associations un peu partout dans le monde pour préserver des espèces qui sont en voie d'extinction. Ok. Et aujourd'hui, je me lance dans le bain de l'entrepreneuriat, Ok. toujours avec cette mission de préserver la biodiversité. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi un peu tes différents projets aujourd'hui ? Alors, j'ai plusieurs projets. Il y en a un qui est là depuis le début, qui s'appelle Conservation Journey, qui a commencé sur mes réseaux sociaux pendant le confinement, où j'ai commencé à parler de mes différentes expériences en voulant aider d'autres qui voulaient aussi s'engager, mais qui trouvaient pas les ressources, qui trouvaient pas de rôle modèle. Et donc, et j'ai vu qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui réagissaient, qui me demandaient des conseils. Et donc, j'ai poussé le concept, j'ai essayé d'aider un maximum de personnes. Donc, ça a commencé sur les réseaux avec de la création de contenu. Et ensuite, j'ai créé un site, le premier site d'aide à l'orientation académique et professionnelle pour ceux qui veulent aider les animaux. Ok. Et donc, sur ce site, il y a des études pour travailler dans ces métiers-là. Il y a une carte qui référence 800 associations dans le monde, justement pour aider tout le monde à trouver des expériences sur le terrain. C'est pas toujours évident de trouver les assos, ça demande beaucoup de temps. Et il y a aussi mes conseils et plein d'autres ressources. Et j'ai un deuxième projet qui s'appelle WIN, Wildlife Impact Network, et qui là est vraiment mon saut dans l'entrepreneuriat professionnel, on va dire, où depuis janvier, j'aide les entreprises à trouver la bonne association de préservation de la biodiversité avec laquelle faire un partenariat. Donc pour que le partenariat ait du sens en fonction de la chaîne de valeur de l'entreprise et de leurs impacts, et que ça ait de l'impact au final. Ok, trop bien. On va revenir sur tout ça. Mais peut-être avant, à quel moment est-ce que toi, t'as décidé de t'engager dans ça ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager pour la biodiversité ? C'est vrai que c'est pas un sujet c'est pas le sujet le plus commun quand on parle d'écologie, quand on parle de dérèglement climatique. On entend énormément parler
d'impact carbone, d'empreinte carbone, mais le sujet de la biodiversité, il met un peu de temps à venir. Toi, qu'est-ce qui t'a amené sur ça? Mais il met du temps et en même temps, je trouve ça hyper étonnant parce que quand on est jeune et tous les documentaires qui nous... Enfin, je peux parler que pour moi, mais je pense qu'on est nombreux à avoir vu des documentaires animaliers. Et c'est ça qui nous touche le plus, je trouve, aussi les animaux. C'est ça, depuis qu'on est petit, on aime tous les animaux en général, quoi. Donc c'est vrai que c'est étonnant que sur la sphère globale, la biodiversité mette autant de temps à arriver. Mais moi, ça a commencé comme ça, en fait. C'est de l'émerveillement que j'ai pu avoir pendant des voyages avec ma famille ou à la télévision, dans les documentaires animaliers, où j'ai trouvé... Enfin, j'étais amoureuse, quoi, des animaux. Je trouvais ça magnifique, incroyable. Donc c'était vraiment un sentiment très positif de base qui a fait que je voulais assez naïvement, je me disais j'ai envie de travailler auprès des animaux, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, évidemment, j'ai pris conscience de la chute de la biodiversité, de la crise climatique, etc. Donc ça a été ça a été une grosse claque qui a un peu transformé mon émerveillement en sentiment d'urgence. Et c'est là où je me suis dit si je suis là et que je fais partie... Mais c'était dur au départ, parce que je pense que quand on prend conscience de ça, c'est qu'on a tous un peu d'éco-anxiété. Moi, j'avais pas mal comment dire, de culpabilité aussi, vis-à-vis de l'espèce humaine qui détruit tout, etc. Et donc, je me disais, vu que je suis vivante et que finalement, je participe indirectement aussi à tout ça, je me disais que la seule manière pour que ça soit OK, c'est que je m'engage à 100% dans ma vie pour préserver les espèces sauvages, quoi. En tout cas, que j'essaie de participer à leur préservation. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je me suis après lancée direct sur le terrain, des études, etc. Et aujourd'hui, j'ai quand même essayé d'apaiser ce sentiment d'urgence parce que sinon, c'est un peu trop lourd. Mais ça reste quand même ma mission de vie, ma mission de cœur. Donc, c'est parti un peu d'émerveillement, puis ensuite le côté un peu éco-anxiété. Et finalement, aujourd'hui, ça, même si tu as un peu moins ce côté éco-anxiété, c'est plus un peu une quête de sens aussi et de Complètement. mettre J'ai du besoin de sens sens. derrière ce que tu fais. Et ça, c'est un des trucs qui te donne le plus de sens, peut-être. Ouais, moi, je cherche toujours du sens, mais même dans tout, j'essaie toujours de comprendre. Je sais pas, je pense que c'est comme ça que mon cerveau est fait, mais j'essaie toujours de comprendre. Et donc, dans mon travail, il faut absolument que j'ai du sens. Et je pense que c'est vraiment le besoin numéro 1 que j'ai. Et ça, tu l'as compris hyper tôt. Je pense que c'est venu naturellement. Je l'ai compris, enfin, je l'ai analysé après coup, en fait. Je le faisais naturellement et après, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand j'en avais pas du sens, je me sentais moins heureuse, je me sentais frustrée. Et donc... Il y a eu des moments où c'était le cas où je pense que au lycée, avant de pouvoir commencer ce chemin, ça a été assez frustrant parce que j'étais impatiente. Et aussi avec le sentiment d'urgence où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, assis dans une classe d'école alors que les espèces sont en train de mourir. Enfin, tu vois, c'était un peu ce sentiment-là. Donc un peu ça, et après, mine de rien, je me suis toujours très vite engagée. Donc en vrai, non, pas trop finalement. Ouais, t'as toujours eu ça, quoi. T'as pas trop fait de boulot autre. Si, j'ai fait des petits jobs étudiants, mais à côté, j'avais Bon. toujours mes études qui m'engageaient aussi. Oui. Et puis dès que j'avais des vacances d'été, je partais sur le terrain, m'engager. Donc ça va. Peut-être pour revenir sur le côté conservation de la biodiversité, c'est vrai que c'est, peut-être de mon point de vue, c'est quelque chose qui met peut-être un peu plus de temps à... C'est un sujet qui met un peu plus de temps à ce que les gens y accordent de l'importance. Peut-être parce que c'est aussi un peu plus dur de se projeter dans ce que ça va, dans les impacts qu'il y aura. C'est hyper facile de donner des chiffres sur ton empreinte carbone et sur le fait que s'il y a trop de carbone, ça augmente la température et donc ça a des impacts très concrets. Donc c'est peut-être plus facile de communiquer sur ça, même vis-à-vis d'entreprises, pour les politiques, etc. La biodiversité, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, c'est un peu moins concret. De se dire il y a une chute de la biodiversité, mais qu'est-ce que ça va concrètement avoir comme impact aussi sur nous, parce que j'imagine que ça en aura plein.
Déjà, qu'est-ce que tu en penses de ça et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer aussi Ouais, carrément. quels sont les gros enjeux au niveau chute Mmh. de la biodiversité? Bah, en fait, c'est limite plus concret la chute de la biodiversité que mais je vois ce que tu veux dire parce qu'on a créé des outils pour l'empreinte carbone et maintenant tout le monde est au clair Mmh. internationalement et cetera avec le tonnes de CO2 et cetera. Donc la biodive, il y a pas encore d'outils, de méthodologie qui est claire, mais c'est beaucoup plus concret dans le sens où en fait, bah, déjà pour, revenir un peu sur les chiffres de cette chute de la biodiversité, aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'espèces qui est menacée par l'extinction. Donc c'est une espèce sur 4 OK. dans le monde ce qui est très grave pour nous tous, c'est que ces espèces-là, c'est le socle du vivant, quoi et donc la biodiversité et génétique. Donc ce qui fait que, une population d'espèces, est en bonne santé, c'est que, bah, tu as une diversité de gènes et moins tu as d'individus, moins tu as de différences de gènes et plus la population est menacée aussi. Parce que tu es plus prone à des maladies, parce que, bah, à la consanguinité aussi et cetera. La diversité génétique, la diversité, des espèces, donc faune et flore et la diversité des écosystèmes aussi et en fait, donc ça, c'est toute la biodiversité. Nous, on en fait partie, parce qu'on est une espèce, on s'est pendant longtemps séparés de la nature, mais on en fait complètement partie et c'est pour ça que c'est dangereux, parce qu'on est complètement dépendant de la nature. Puisque, en fait, sans biodiversité, les écosystèmes sont complètement déréglés. Et il suffit qu'une espèce les écosystèmes, ils fonctionnent vraiment en symbiose. Tu as des prédateurs qui ont des proies, des espèces qui s'entraident. Donc si tu enlèves une espèce, ça va tout dérégler et donc l'écosystème entier va être déréglé et ce qui fait qu'il va plus pouvoir nous rendre, enfin nous offrir plutôt, les services qu'il nous offre et OK. c'est des services qu'aujourd'hui, enfin, ils sont gratuits donc on les estime pas, parfois on n'y pense pas, mais ça va être, la qualité de l'air qu'on respire. Donc ça, on le connaît bien parce qu'on sait maintenant que c'est les arbres qui, dégagent de l'oxygène, et inspirent du CO2. Mais ça va être aussi la qualité des sols pour nous nourrir. Ça va être, les services de pollinisation pour, bah, aussi, nous offrir des fruits et des légumes, des fleurs. Qu'est-ce que ça va être d'autre? La régulation de l'eau, le cycle de l'eau et on le voit bien là avec le changement climatique aussi, tout le cycle de l'eau est complètement impacté et on a de plus en plus, de crues, de pluies torrentielles et cetera. Donc en fait, ça, c'est les services écosystémiques et donc globalement, la chute de la biodiversité menace ces services écosystémiques et nous, on dépend mais à 100 de ces services et tout le monde, les humains, mais aussi, les entreprises, puisque les entreprises, bah, si elles vendent, des matières premières ou des choses dérivées en fait, tout part de la nature. On n'a rien créé en vrai. Mmh. Même quand on voit un portail en métal, au final, c'est quelque chose de naturel de base. Donc en fait, tout est menacé aussi avec la chute de la biodiversité. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment la priorité et en plus, c'est une crise qui est beaucoup plus rapide que, le changement climatique. Les 2 se nourrissent, Ouais. c'est-à-dire que moins tu as de biodiversité, moins tu as de puits de carbone et du coup, bah, plus ça renforce le changement climatique. Mais donc aussi, plus tu as de la biodiversité, plus tu renforces les puits de carbone et plus, bah, tu vas, ralentir le changement climatique. OK. Et tu as quelques exemples concrets peut-être de choses qui peuvent se passer en France ou ailleurs dans le monde, d'impact qu'on a déjà remarqué à cause de la chute de la biodiversité? Bah, il me semble que je sais plus exactement, je crois que c'est aux États-Unis, ils ont dû, ou peut-être en Asie, il y avait eu un problème avec les pollinisateurs et du coup, c'est peut-être dans des champs en Asie et maintenant ils doivent remplacer les pollinisateurs, donc tout le travail que les abeilles ou les papillons faisaient, gratuitement pour nous, maintenant ils doivent payer des gens pour le faire, donc ils doivent polliniser eux-mêmes, des Ah oui, plantes ça me dit et quelque chose. bah, c'est un coût économique, puis c'est hyper long et c'est beaucoup moins efficace que la nature, quoi. Donc il y a ça, par exemple. Après, ça va être, par exemple, en France, Tu parlais de l'eau? ouais, l'eau, je pensais là aux tourbières, donc les marais, les marécages et cetera qu'on a aussi souvent, drainés pour, construire, tu vois, faire une dalle en béton, construire un immeuble. Mais en fait, quand tu draines ce genre d'écosystème, déjà, c'est des écosystèmes qui sont hyper importants pour, plein d'espèces d'amphibiens, aussi plein d'espèces d'oiseaux et quand tu draines ça et que tu fais disparaître cet écosystème, derrière, ça crée aussi des impacts sur les humains puisque c'est un peu ça fonctionne un peu comme des éponges. Donc quand il y a des crues, quand il y a des grosses pluies,
c'est ces réservoirs qui vont récupérer l'eau normalement, et ce qui fait que ça va empêcher les ce qui fait que ça va Il y a empêcher des oiseaux qui se les battent derrière. ouais, ce qui fait que ça va empêcher de faire des crues justement, OK. et en fait, si tu enlèves ça, bah, toute l'eau, elle se déverse n'importe où, et donc bah, ça nous menace nous, en fait. OK. Donc il y a des barrières au changement climatique finalement, aux événements, météorologiques naturels avec la nature qu'on casse, et du coup après on se retrouve un peu dans la merde. OK. Donc, il y a ça a des impacts assez concrets, Bah ouais, carrément. dès aujourd'hui. Et donc, toi, tu t'es lancé dans ça. Tu as commencé après le lycée par une année de césure, si je dis Ouais, pas de ouais, bêtises. ouais. Pendant cette année de césure, tu as à la fois allé dans des assos, tu as trouvé aussi la formation que tu allais faire après. Hem, alors, est-ce que, avant ton année de césure, tu étais déjà, tu avais déjà cette envie de travailler, autour de la conservation de la faune et de la flore? Ou est-ce que, justement, tu voulais te servir de ton année de césure pour, savoir un peu quoi faire, où le faire? Et est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ça? Pourquoi tu l'as faite? Comment est-ce que tu as, comment est-ce que tu as préparé ça et comment tu as fait en sorte aussi qu'elle te soit, que ton année de césure te soit pertinente? Parce qu'il y a plein de monde qui en font maintenant, donc je pense que ça peut être intéressant de Ouais, carrément, et d'ailleurs, je le recommande, je trouve ça super que ça ait changé un peu, même si, les mentalités n'ont pas complètement changé, mais je me souviens qu'à l'époque où moi j'avais dit à mes professeurs que j'allais faire une année de césure, on m'avait un peu regardée, Tu l'avais dit au lycée, du coup? ouais, OK. quand j'étais au lycée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que je voulais m'engager pour, la biodiversité, mais en fait, je savais pas qu'il y avait des études, qui existaient, pour, faire ce genre de métier, et c'est suite à ma découverte de ça que je me suis dit: «Bon, bah, c'est ça que je vais faire», sauf que je pouvais pas le faire en France parce que j'avais pas fait de bac S à l'époque. Hem Et donc d'ailleurs, ceux qui veulent travailler dans la biodiversité, je recommande au lycée de choisir, bah, des majeurs, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, des spécialités scientifiques, donc SVT, maths, physique, chimie. Mais du coup, je savais, ouais, que je voulais m'engager, et je me souviens qu'au lycée, quand je l'avais dit que j'allais faire une année de césure, on m'avait un peu regardée de haut en bas en me disant, «Bah, tu vas finir à la rue, ma pauvre, quoi». Alors que pas du tout, enfin, c'est très bien de prendre du temps, surtout quand tu es en terminale, que tu dois réviser le bac, que c'est le truc le plus stressant de ta vie. Tu as pas le temps vraiment de décider ce que tu vas faire après, quoi. Donc et pour réfléchir et pour, prendre le temps de bien faire ses démarches, c'est très cool une année de césure, et et du coup, bah, moi, ce que j'avais fait, c'est, donc après le lycée, comment bien la préparer? Moi, je savais que j'avais plusieurs objectifs, donc c'était effectivement trouver les études qu'il me fallait, faire toutes les candidatures, et m'engager dans une asso, et donc je recommande quand même fortement d'avoir des objectifs, parce que se lancer dans une année après avoir été toute sa vie en scolarité sans but, ben, c'est un peu risqué parce qu'on peut se retrouver à rien faire, tétanisé par, toutes les possibilités devant nous, et cetera. Donc faut avoir quand même des objectifs, un projet, tout seul ou à plusieurs, voilà, et donc moi, j'ai trouvé une association qui s'appelle, Aider les ours, pour laquelle j'ai travaillé 3 mois bénévolement à Paris, plus, du point de vue administratif, communication, levée de fonds. Et après je suis allée 3 mois sur le terrain, donc c'était en Indonésie, à Bornéo, et là c'était, pour, justement aider les ours malais, hem, en Indonésie, qui sont les plus petits ours du monde et qui sont victimes du trafic d'espèces sauvages, et ce qu'on faisait, c'était qu'on les ramenait dans un enclos forestier, pour les sortir de leur cage en béton, et donc j'ai fait cette expérience-là qui a été très, très, formatrice, qui a été dure, mais qui m'a pas du tout découragée, d'aller vers cette voie-là. Et effectivement, en même temps, j'ai fait toutes mes candidatures pour aller en Angleterre étudier, la conservation de la nature. OK. Trop bien, donc tu as réussi en une année à remplir un peu tes objectifs, Complètement. Tu disais que la l'expérience avait été dure, c'était dû à quoi? Est-ce que c'est ce que tu C'était voulais faire au final? Ouais.
Bah, c'était dur parce que, les conditions de travail, sur place, enfin, il fait, 80 d'humidité, 30 degrés. En même temps, tu es obligé d'être en manches longues, pantalon long parce qu'il y a une tonne d'insectes. Tu es dans la forêt, quoi, la forêt OK. tropicale. Donc c'est quelque chose. Le matin, j'enfilais mes bottes de pluie, j'avais ma machette et j'avançais tout droit dans les petits chemins de forêt avec ma machette devant C'était moi comme ça. Indiana Jones, le truc. Mais vraiment parce qu'il y avait tous les soirs, il y avait des nouvelles toiles d'araignée qui se mettaient et du coup, je devais tenir ma machette devant moi pour casser les toiles d'araignée, pour avancer, quoi. Et moi qui étais en plus arachnophobe avant de partir, ça m'a bien, Tu l'étais plus à la fin. non, je l'étais plus. Mais donc c'était dur pour les conditions de travail, et aussi parce qu'en fait, j'étais, avec le fondateur de l'association qui avait, 50 ans, je pense, à l'époque. Moi, j'avais 18 ans. Donc socialement, c'était pas le plus confortable. Mais je sais enfin, à aucun moment, je me suis dit que j'allais abandonner ou quoi parce que je le faisais pour les ours et ça m'allait très bien, quoi. OK. Et est-ce que c'est peut-être parce que tu as eu une mauvaise expérience que enfin, entre guillemets, que l'expérience était compliquée que tu as enfin, est-ce qu'à un moment tu as envisagé de continuer à faire ça, au lieu de commencer des études où tu savais, que tu voulais faire des études, Non, je voulais quand même faire des études parce que le terrain, c'est dur et même si c'est hyper important, je pense, d'y aller pour se rendre compte aussi de ce pourquoi on se bat, de enfin, en tout cas, pour moi, le terrain, je savais que c'était pas quelque chose que je pouvais faire tout le temps Ouais, et puis aussi, je me suis dit qu'il fallait que je connaisse bien ce que je veux protéger et donc c'est pour ça que je voulais étudier surtout le côté scientifique des écosystèmes, comment ça fonctionne, comment on peut les préserver, les restaurer et tout. Parce que si tu connais pas, tu peux pas, vraiment bien faire, quoi. ouais. Mais c'est sûr que ça aide aussi à avoir plus d'impact, le fait de bien connaître, Mmh. de savoir ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, Tu complètement. penses que tu as plus d'impact, du coup, sur le terrain ou des fois derrière un bureau, Bah, c'est un peu, c'est la question de ma vie ça. Ouais. C'est le truc de j'ai toujours cherché à avoir le plus d'impact parce que justement, sentiment d'urgence et cetera, je voulais absolument, bah, trouver une réponse, vite quoi, à cette, chute de la biodiversité et donc je me suis dit: «Bon, bah, faut aller sur le terrain» et donc je suis allée sur le terrain. Et après, bah, là, sur le terrain, je me suis rendu compte que, bah, oui, j'ai aidé, 3 ours, par exemple, mais derrière, il y en avait 5 autres qui arrivaient parce qu'au final, les racines du problème étaient pas, adressées, quoi. Mmh. Il continuait à y avoir du braconnage, il continuait d'y avoir, du trafic, Oui, tu faisais de la guérison, mais pas du tout de la voilà. prévention, donc Mais en fait, chaque étape est hyper importante. C'est-à-dire que mmh, s'il y a pas des gens sur le terrain qui vont aider des individus animaux, heu, enfin, on n'avance pas non plus. Donc en fait, il ouais, faut aider chaque individu, mais moi, sur le terrain, j'avais un peu ce sentiment de mettre un pansement, mais de pas régler le problème, quoi. Et donc je me suis dit: «Bon, bah, faut que» et en plus aussi pendant mes études scientifiques, où j'ai découvert tout ce monde scientifique, des, études et cetera, je me suis rendu compte que enfin, j'avais l'impression que personne lisait vraiment les publications scientifiques, donc je me suis dit: «Mais quel impact je vais avoir si je vais sur le terrain, faire des relevés, et si après derrière personne les lit?» Et évidemment, heureusement, il y a des personnes qui les lisent, mais bon, pas beaucoup, quoi, malheureusement. Et donc je me suis dit pareil après la science: «Bon, bah, c'est pas la science qui va me permettre d'avoir le plus d'impact, alors je vais faire plutôt du droit et de la politique», en me disant: «Je vais changer les lois, je vais changer la politique et tout». mmh, Et donc c'est pour ça que j'ai fait une formation de droit de l'animal et de politique environnementale. Et donc après ça, j'ai fait des stages en plaidoyer, donc qui est dans des associations. C'est un peu le lobbying, mais côté gentil, on va dire. ouais. Donc essayer de faire changer les lois, du côté positif, en faveur de la biodiversité et tout. C'est Surfrider qui fait beaucoup ça. Ouais, bah, les grosses ONG, elles en font pas Les mal. grosses Souvent, ONG en elles ont font des aussi, ouais. coalitions, elles s'entraident et c'est en fait, c'est intéressant, mais c'est toutes les chaînes, enfin, tous les maillons de cette chaîne d'engagement sont importants parce qu'en fait, c'est les gens sur le terrain Qui qui vont récupère les récupérer données. les données. Après, c'est les scientifiques qui vont être transformés en études. C'est ces études-là qui vont être, enfin, les chiffres de ces études qui vont être utilisés par les politiques aussi pour faire du plaidoyer. Donc en fait, tout est hyper important. Mais c'est vrai que moi, bah, je découvrais aussi tout ça et à chaque fois, j'avais tout le temps ce rêve en tête d'avoir, le métier avec le plus d'impact. Mais aujourd'hui, je comprends aussi que, bah, c'est pas c'est collectif, c'est tous ensemble, on a de l'impact.
Heu, donc faut aussi que je mette de côté cette envie d'avoir absolument le plus d'impact possible, mais il faut surtout que je trouve, en fait, la manière qui me plaît et qui me correspond le plus, en fait. Je Et pense que c'est ça qui te permettra d'avoir plus d'impact sûrement, non? ouais, en fait, et c'est ça que j'essaye de dire aussi, quand des gens me demandent des conseils sur les réseaux sociaux et tout, mais je dis: «Mais trouve la chose qui te fait le plus vibrer et après applique-le à la cause qui te tient à cœur». Si c'est la biodiversité, bah, vas-y, et ça peut être, imagine, tu es, vidéaste ou très artiste, heu, t'embête pas à aller faire des études scientifiques, ou aller faire de la politique. Finalement, utilise ton art et tes compétences pour aider la cause, quoi, et c'est comme ça qu'on y arrivera tous, collectivement. Mais ça peut être un peu frustrant au début quand tu découvres aussi tout ça. Ouais, bah, c'est sûr qu'il y a besoin d'un comme tu disais, tu vois, tu conseillais les études scientifiques, si tu voulais travailler sur quelque chose autour de la conservation, de la biodiversité. Hem, c'est sûr que je pense qu'il faut un background, enfin, en tout cas, il faut se mettre un peu dans quelque chose de scientifique pour comprendre un peu le souci. Heu, mais après les solutions ne sont pas que scientifiques et dans tous les cas, il faudra, bah, comme tu dis, il faudra des scientifiques, mais il faudra aussi des artistes, il faudra de la communication, il faudra de tout Mmh. pour, pour pouvoir faire parler du problème, trouver des solutions, répandre aussi ces solutions, c'est Ouais, sûr il faut de qu'il y a tout. besoin de tout et comme tu dis, il faut aussi des gens sur le terrain. Je sais que j'ai pas mal bossé avec, Surfrider sur de la collecte de déchets Mmh. et c'est vrai qu'il disait que c'était le plus important, que alors c'est pas les actions de récolte de plastique sur les plages, ou de collecte de déchets sur les plages qui vont, permettre d'enlever tous les plastiques, dans le monde parce que tu pourras jamais tout collecter. Mais par contre, si tu as pas ça, tu as pas les données qui vont ensuite leur servir Exactement. pour aller, comme tu disais, au lieu de mettre des pansements, pour aller bloquer les plastiques à la source Mmh. et donc pour passer des lois pour que en fait, plus ces plastiques qui se retrouvent sur les plages, quoi. Et donc c'est vrai que c'est hyper important d'avoir un peu toute cette chaîne et puis d'aller sur le terrain. Ça te permet aussi de comprendre et de voir, ce qui se passe, quoi. Bah, oui, et puis en vrai, oui, c'est quand même, enfin, c'est vrai que si on veut, préserver quelque chose, il faut le connaître. Donc c'est pour ça que quand même avoir des études scientifiques, bah, en bagage, c'est quand même important. Mais c'est surtout, je pense aussi, c'est important de tester un peu toutes les voies différentes, et peut-être que, bah, vous aurez plus de chance que moi, et la première chose que vous testerez, c'est la chose qui vous correspond. Mais c'est vrai que moi, je suis passée du terrain, heu, au côté plus, bureau, plaidoyer, pour aujourd'hui faire plus de l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi parce qu'à chaque expérience, et c'est l'objectif des stages et des expériences en vrai, je me suis rendu compte que, bah, c'était pas fait pour moi à long terme et tout. Mmh. Tu as eu des bonnes expériences sur le terrain? Ouais, carrément, de OK. ouf. Tu en Ouais, ouais, bah, la deuxième expérience que j'ai fait, c'était, je suis repartie en Asie, je suis allée en Malaisie, et c'était l'été de ma première année de bachelor. J'ai fait 2 mois dans une association qui préserve les tortues marines, et c'était, génial. C'était génial, on était un groupe de jeunes, en fait, c'est plus que, bah, après évidemment le cadre, la cause, hem, c'est super, mais après c'était le côté, on est un groupe de jeunes qui avançons pour un même objectif, et on vivait, on travaillait ensemble et tout, c'était assez fou, et ça donne vraiment un sentiment d'appartenance et d'objectif de vie et tout, donc c'était incroyable. Et en fait, les tortues, en plus, c'était intéressant parce que, jusqu'à récemment, là-bas, c'était légal de vendre et de manger les œufs de tortue. Du coup, ils avaient tout un système légal qui faisait que, tu étais, plus ou moins propriétaire d'une plage, ce qui veut dire que les tortues qui viennent pondre, après les œufs t'appartiennent, et donc tu peux les enlever et les vendre sur le marché. Et donc ce qu'on devait faire, c'était s'adapter en fonction de la législation du pays, et donc il fallait avoir des bonnes relations avec des locaux, pour leur dire: «Bah, voilà, nous, on vous assure qu'on va vous acheter vos œufs, mais on veut juste vous former sur comment les récupérer». Et ce qu'on faisait, c'est que nous, on avait une plage aussi, et donc quand il y avait une tortue qui venait, ils nous appelaient, donc en plein milieu de la nuit, on se faisait appeler avec notre téléphone, on se faisait biper, quoi, et on allait sur la plage, fallait pas trop déranger la tortue pendant qu'elle pond ses œufs, et après, on récupérait, on comptait les œufs, on les mettait dans un seau et on les déplaçait jusqu'à notre plage. En fait, une fois que c'est dans notre plage, c'est protégé parce que ça leur appartient pas. On les remettait et après on les suivait jusqu'à l'éclosion, et donc ça permettait, et d'un côté au local, bah, de vendre quand même ses œufs, donc il avait quand même son gagne-pain et tout, et il avait même pas besoin d'aller sur le marché, enfin donc il y a quand même des avantages.
Et nous, de notre côté, on récupérait les œufs, on les sauvait et on les remettait dans la nature après, quoi. Quand tu dis que la nature, ça nous offre des services gratuits, c'est exactement ça. Là, on est sur quelqu'un qui se fait de l'argent parce qu'il y a une tortue qui, en fait, vient pondre sur Oui, son terrain. il C'est a rien fait, vraiment. quoi. Il s'est juste Donc ça, c'est baladé la nuit, il a Mm. vérifié: «Ah, il y a une tortue qui vient, yes, de l'argent». Ça, c'est à petite échelle, mais en vrai, Ouais. c'est exactement ce qui se passe partout, en fait. Bah oui, Mais la pour des grosses nourriture, de toute entreprises, façon, c'est mmh, assez ouf. C'est un très bon exemple concret, je trouve, de, mmh. de ça. Euh, Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a envie de vivre une de ces expériences, d'aller aider une asso sur le terrain. Comment ça se passe? Comment il fait? Hem, Très concrètement, c'est pour ça que j'ai créé le site. Moi, c'était pour aider, parce qu'en fait, comment tu fais? En gros, il faut trouver les assos qui t'intéressent, il faut voir si elles proposent des stages. Si elle en propose pas, faut trouver l'email, faut envoyer une candidature spontanée, faut faire des relances et cetera. Comme pour trouver un job ou un stage, lambda. Mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé la carte des associations parce que, ça peut être vraiment galère de trouver les assos, très vite, celles qui sont les mieux référencées aussi sur internet, c'est les grosses ONG et c'est pas forcément celles qui ont aussi le plus de place, enfin, elles ont beaucoup de demandes aussi et cetera. Et donc très concrètement, si quelqu'un veut faire un stage, ou un bénévolat dans une association, je recommande d'aller sur mon site où, j'ai cette carte, j'ai mes conseils aussi pour négocier. Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, les associations profitent de l'envie des jeunes d'aider les animaux et font payer assez cher, des bénévolats. Et donc, moi, je me suis toujours démerdée pour pas payer en, négociant, en proposant, mes compétences sur d'autres choses. Donc, moi, ce que je recommande vraiment, c'est d'envoyer des candidatures spontanées en vous vendant, quoi, en disant: «Bah, voilà, moi je disais: "Je sais faire des vidéos, je peux m'occuper de vos réseaux sociaux en même temps, j'ai telle expérience déjà, j'ai fait ces études-là, je vais pouvoir vous aider"» et du coup, ça marche pas à tous les coups, mais il faut envoyer à pas mal, d'associations différentes et après ça devrait fonctionner. Ok, trop bien. Euh, et donc toi, après ça, après cette année de césure, t'as fait tes études, hum, qui étaient pour le coup très orientées sur la conservation. T'as fait des études en Angleterre, c'est ça? Il y en a pas en France? Où il commençait à y en Si, avoir? il y en a en France, moi à l'époque, je pense que, j'avais pas, toutes les ressources que j'ai pu créer aujourd'hui. Où j'avais pas su trouver les bonnes informations, j'avais vu une conseillère d'orientation qui m'avait pas aidée non plus, enfin, c'était un peu la galère et donc j'ai découvert parce qu'en Angleterre, ils sont beaucoup plus avancés au niveau des études très, spécifiques, type, conservation de la nature. Mais, en France maintenant, je le sais et c'est ce que j'ai mis en avant pendant mon tour de France des assos et sur mon site. Il y a pas mal d'études qui existent. Typiquement, il y a des BTS GPN, gestion protection de la nature. Ça, je pense que c'est un peu l'équivalent des études que j'ai pu faire en Angleterre. Tu as des trucs, biologie et après tu vas te spécialiser en biologie marine, par exemple. Donc tu as pas mal d'études différentes. Tu as même des lycées, je crois, spécialisés, pour faire des bacs pro déjà engagés dans la nature et tout. Donc si vous le savez déjà dès le collège, ça peut être une option. Il me semble que maintenant, tu as des masters aussi dans pas mal d'écoles, notamment écoles d'ingénieurs. Oui, mais même en plus d'autres domaines, par exemple, si tu as fait plutôt une licence de communication, tu peux toujours faire un truc derrière, vulgarisation scientifique, enfin c'est pas ça le terme, c'est Heu, je sais plus, communication scientifique ou quelque chose comme ça. Hem Pour et c'est ce qu'on permettre disait tout à l'heure, en aux fait. articles scientifiques d'être lus Oui, voilà, et d'être compris. les rendre digestibles. Mais mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, peu importe ce que tu sais faire, tu peux toujours l'appliquer à la cause de la biodiversité ou autre cause d'ailleurs. Je connais notamment quelqu'un qui est développeur, qui a fait des études de dev. Et aujourd'hui, il met à profit ses compétences pour la biodiversité et il a créé toute une application, pour, aider les scientifiques à suivre les données sur les pontes de tortues et cetera. Donc il y a besoin de tout le monde. Donc même si vous vous rendez compte plus tard et que vous voulez vous réorienter, il y a des manières de se réengager, de refaire des études, il y a des passerelles, quoi. Et, tu disais que toi, tu as testé pas mal de choses. Euh, c'est quoi un peu les
opportunités de carrière que tu peux avoir, ou d'emploi en tout cas, que tu peux avoir après les études que tu as faites et pourquoi tu t'es tourné plus vers le côté entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a Ouais, amené sur ça? bonne question. Il y a plein de enfin, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Avant de me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat, je cherchais un métier. Peut-être juste pour reprendre, tu as fait donc 3 ans en Angleterre, Ouais, un peu en mode licence, plus scientifique ouais, et ensuite tu as fait un master à Sciences Po, c'est ça? c'est ça. Après, j'ai fait du coup un master de 2 ans, en politique environnementale à Sciences Po et donc après ça, moi, j'aurais pu faire, heu, chargée de mission en ONG ou en association. Donc ça va être quelqu'un qui, s'occupe d'une thématique dans une asso et qui, chapeaute les études sur le terrain, qui, communique dessus, qui écrit des rapports et cetera. Hem, J'aurais pu être aussi sur le terrain à faire des relevés scientifiques puisque j'avais appris à faire ça, pendant mes études de conservation. J'aurais pu être aussi en plaidoyer dans des ONG. Mmh, je pense que j'ai aussi un profil qui peut être intéressant pour des entreprises de conseil qui font du conseil à l'environnement pour les entreprises. J'ai pas mal d'amis qui sont partis là-dedans après un stage à WWF. Donc il y a pas mal de choses que j'aurais pu faire et au final, pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Parce que, j'avais trop d'idées, en fait. Je voulais les je voulais les réaliser, j'avais déjà fait ce site du coup, Conservation Journey et après ce site-là, je me suis dit: «Mais il y a des choses à faire pour avoir encore plus d'impact et aider encore plus les assos». Donc c'est ça que je me suis dit, c'est que vu que je cherchais de l'impact et que finalement la politique, ça me correspond pas trop, à qui je suis, hem, je me suis dit: «Mais j'ai qu'à aider ceux qui ont de l'impact direct, c'est-à-dire les assos». Et en plus, bah, vu que j'avais déjà répertorié toutes les assos, bah, j'avais un peu tout mon portefeuille de ceux que je veux aider et maintenant il fallait que, bah, je fasse la mise en relation avec, bah et avec les jeunes, pour leur amener des compétences, des bénévoles et aujourd'hui du coup avec Win, plus les entreprises pour leur ramener, de la visibilité, de l'argent pour faire leurs projets, des compétences aussi, et cetera. OK, donc tu avais pas forcément tu te voyais pas un peu dans les différentes, possibilités qu'il y avait, classiques hors entrepreneuriat Bah, ou j'ai tu cherché, t'y voyais pas trop à long terme? bah, Tu as testé, non? Tu as eu des stages? ouais, j'ai eu des stages, donc à Surfrider et à WWF, qui étaient plus dans des ONG, c'était à Paris, donc c'était dans des bureaux et tout. Et c'est vrai que, ç ça me correspondait pas trop, parce que enfin, j'avais un peu la bougeotte, quoi. J'avais envie de faire mes projets. Hem et au final, avant de me lancer vraiment l'année dernière, j'ai cherché enfin, j'ai beaucoup candidaté, et j'ai pas trouvé parce que je candidatais à l'autre bout du monde, donc OK, forcément, je me c'était un peu plus dur. voilà, je me plantais une épine dans le pied un peu. Hem, mais je pense que ça me correspond pas trop. Parce OK. qu'encore une fois, Tu cherchais c'était plus le lieu qui t'attirait? voilà, OK. je trouvais une manière de pouvoir y aller, sans, enfin, pour y aller économiquement quoi, en ayant un Mmh. job et évidemment un job dans l'environnement, mais je pense que j'aurais pas été, très alignée et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que, même si ça aurait été dans l'environnement, je pense que Le sens aurait été aligné, mais peut-être pas la forme, ouais, peut-être pas ce que tu faisais concrètement, même mmh, si le sens global était aligné. ouais, OK. Donc en fait, ouais, c'est vrai qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu aurais peut-être pas tenu aussi longtemps, tu aurais peut-être pas été aussi engagé, donc mmh, pas forcément autant d'impact. oui, voilà, je pense que ça aurait été beaucoup plus fatigant de mettre la même énergie. Enfin, je sais pas comment dire, mais Ouais, là, avec mes projets, je suis à fond, tu es contente. je toute mon énergie part là-dedans et ça me draine pas, quoi. Alors que je sentais aussi que quand j'étais plus dans des bureaux, j'avais beaucoup moins d'énergie, en fait et ça me correspondait moins, en fait. Mmh. Et du coup, là, tes projets, comment ça se passe d'entreprendre, juste après les études? Moi, je sais que je me suis lancé aussi dans un projet, mais c'était plus pendant les études. On était 2, donc ça permet de pas mal échanger, ça permet
profiter des moments où ça se passe bien parce que tu es 2, donc tu peux plus Mmh. profiter. Ça permet les moments où c'est plus compliqué, de aussi de s'entraider et donc de plus facilement passer ces moments. Hem, Comment toi tu le vis de faire ça seul? Comment un peu tu t'es lancé? Comment ça se passe au niveau économique? Et au niveau social, comment tu arrives à un peu à t'entourer de gens pour, t'aider sur le projet, mais aussi heu, pour pas être seul tout le temps? Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter Ouais, un peu carrément. le déroulé de tout ça? Bah, en fait, il y a eu une première rencontre que j'ai fait quand j'étais, après mon stage à Surfrider, j'ai travaillé aussi dans une asso, sur le terrain en Tanzanie. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a un peu comme un mentor, OK. qui m'a, donné, la confiance en moi pour aussi lancer des projets. Et c'est ça qui m'a lancée, dans la création de cette carte d'association aussi. Et en fait, à la suite de cette carte, c'est encore cette même personne, même mentor, qui m'a redonné confiance d'aller encore plus loin, de suivre mes idées et cetera. Donc Ça s'est ça, passé un peu comment avec ce mentor? Tu l'as rencontré, vous avez discuté, ça a bien matché et ce qu'il disait t'a ouais, motivé en fait? ouais, complètement. Bah, à l'époque, du coup, c'était, je travaillais dans c'était, un organisme d'écotourisme pour aller voir les requins-baleines de manière responsable. Et donc moi, j'étais guide sur son bateau. Lui, c'était un touriste avec, sa famille, sa femme et sa fille. Et et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est hyper bien entendus. Il y a eu comme un coup de cœur professionnel où il y a eu, une émulsion, nos cerveaux et on avait plein d'idées, on s'échangeait les idées, on était à fond, quoi. Et donc on était carrément partis dans l'idée de s'associer, de faire un truc ensemble et tout. Et après, ben, on a quand il est parti, moi, quand je suis rentrée de Tanzanie, on s'est fait des appels un peu pour faire un suivi, pour continuer là-dessus. Finalement, lui, il a pas pu trop s'engager à fond, mais il m'a quand même donné cette impulsion qui m'a lancée dans l'entrepreneuriat parce que je m'étais jamais dit avant, «Je serai entrepreneur». C'est pas du tout un truc qui était dans mon langage, c'était pas du tout une évidence, en fait. Et quand j'ai fait tout ce site, ces projets et tout, je me rendais pas compte que c'était de l'entrepreneuriat forcément. Donc c'est quand quelqu'un m'a vraiment, bah, cette personne-là m'a vue, lui, comme, une entrepreneuse. Il m'a donné cette impulsion et du coup après, bah, c'est vrai que l'été après mes études, j'avais toutes ces idées et donc j'ai commencé à postuler à des incubateurs et des incubateurs à impact. Et ça, c'est vraiment super. Ceux qui ont des idées, c'est des incubateurs qui sont gratuits. Et donc si vous avez un projet à impact, qui peut aider soit une cause sociale ou environnementale, bah, allez-y quoi, il y en a plein. Et en fait, ça a vachement bien marché. À l'inverse de justement les jobs que j'essayais de trouver, ça marchait pas du tout. Et là, j'ai été prise dans 3 incubateurs différents et tout. Et donc ça, pour, comment bien s'entourer, tu me demandais, parce qu'effectivement, je Mmh. suis toute seule. Ça, c'était vraiment super parce que, ça a commencé donc en octobre et j'ai Octobre 2023 rencontré du coup? ouais, OK. j'ai rencontré, ben, une quarantaine de personnes engagées, entrepreneurs, qui étaient tout seuls ou avec des associés, mais c'était vraiment, bah, c'était vraiment une manière aussi de me rassurer. Et puis surtout, ça m'a aussi appris, les codes de l'entrepreneuriat parce que du coup, je venais des sciences et de la politique. Donc j'ai pas fait de commerce. Je savais pas si j'étais sur la bonne voie, je savais pas les étapes à suivre et tout. Donc ça m'a donné un cadre, ça m'a rassurée sur ma posture aussi d'entrepreneuse, ça m'a fait rencontrer des gens. Donc ça, c'était vraiment génial. Et après là, pour la suite, vu que ça s'est terminé en avril, hem, comment je fais aussi? Bah, c'est je fais beaucoup, beaucoup de prises de contact et d'appels avec des gens que je connais pas, qui sont dans mon écosystème, des gens qui sont plus avancés, des gens qui sont moins avancés, pour échanger, voir s'il y a des synergies à imaginer, s'il y a des collaborations à faire ou juste s'il y a des conseils à me donner ou C'est des projets que tu trouves sur les réseaux, ouais, sur j'en entends LinkedIn, sur parler. Insta, tu en entends parler et tu Ouais, contactes les gens juste pour échanger, pour discuter? exactement, bah, je fais un peu de la veille. Typiquement, j'utilise, Google, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, tu peux mettre des veilles automatiques sur Google. Donc toutes les semaines, je Ouais, reçois un peu les news sur mes Google mots-clés. Alert. Ouais, voilà. Mmh. Donc j'ai mis mes mots-clés: partenariat, mécénat, asso, biodive. Et donc là-dessus, je peux suivre l'actualité, je peux découvrir des nouvelles boîtes qui se lancent. J'ai fait un rendez-vous récemment avec une boîte qui s'appelle Soutenir, SOO. Et très sympa et ils ont pareil, cette envie de faciliter le mécénat et tout. Enfin, donc en fait,
et sur internet, Google et sur LinkedIn et aller sur des événements, discuter avec des gens. Souvent, quand tu racontes ce que tu fais, on te dit, «Ah mais je connais un tel, il fait ça, tu as déjà entendu parler de ça?» Et moi, je prends tout ça, je me nourris de ça, je note sur mes notes, j'ouvre des pages Google, après j'y retourne sur mon ordi, j'essaie de prendre contact. Je suis beaucoup les conseils, en fait, peut-être un peu trop parfois, mais dès qu'on me donne un conseil, je me dis: «Ça se trouve, c'est le conseil qui va faire tout Mmh. débloquer et tout». Donc Surtout que tu as une personne qui t'a un peu tout débloqué, donc c'est vrai que ça tu te dis ouais, qu'en fait, c'est un petit truc qui peut débloquer beaucoup de choses, quoi. mais surtout, je pense la vie, c'est des rencontres et c'est Ça me j'ai déjà entendu ça quelque part. ah ouais? C'est c'est la citation dans, Ah ouais? Ah oui, Astérix et Obélix. ah oui, de ouf, La vie, c'est des rencontres. de ouf. Non, mais Mais c'est c'est vrai oui. finalement. Mmh. C'est des gens que tu rencontres et qui te guident. Parce que justement, vu que je suis toute seule, j'ai besoin de ça aussi. Parce qu'il y a personne tous les jours pour me rassurer et parfois c'est dur. Parfois c'est dur et j'aimerais bien qu'on me dise: «Bah oui, tu es sur la bonne voie, mais oui, tu as raison, mais oui, ça va aller et tout». Bah, parfois non, on me dit pas ça et il faut juste s'accrocher. Il y a des jours où ça va beaucoup mieux et C'est quoi les petites victoires qui te font dire que tu es sur la bonne voie? bah, typiquement, ces derniers temps, je vais un peu à des événements sur mes sujets, donc entreprise, biodiversité, philanthropie et tout. Et je sens que je suis au bon endroit dans le sens où maintenant j'ai mon offre qui est très claire, j'ai mon site internet, j'ai déjà eu, 2 clients et donc j'arrive et j'ai une posture beaucoup plus confiante. Hem, qu'est-ce qui me fait me sentir un peu comme des victoires? C'est ça, c'est un peu, un sentiment interne quand je suis, avec du public quoi, avec des gens. Après c'est évidemment, faire des rendez-vous prospects avec des gens qui me disent: «C'est super intéressant, on m'a jamais proposé ça, mais c'est vrai que c'est important et qu'on va y réfléchir», ce genre de choses. Évidemment trouver un client, mais ça c'est un peu le combat et après aussi beaucoup pour mon autre projet Conservation Journey, dès que je reçois un message de quelqu'un qui me dit, «Merci pour ton contenu, ça m'aide, grâce à toi j'ai trouvé un stage, grâce à toi j'y vois plus clair» ou ça fait tellement Bien, du bien quoi, tu m'étonnes parce que là, c'est dans du très, très concret, du coup. carrément. Et dans les et c'est quoi à l'inverse, du coup, les est-ce que tu as eu des périodes un peu plus compliquées où tu hésites, où tu te demandes si tu es au bon endroit peut-être? Et vers qui tu te tournes? Comment tu fais dans ces moments-là? Bah, ouais, carrément, surtout, mais heureusement dans ces moments-là, c'était, un peu dans la construction de mon offre et donc j'étais dans les programmes d'incubation. Mais, c'est pas, du H24 non plus les incubateurs et du coup, il y a eu pas mal de phases où, j'étais perdue parce que j'ai beaucoup pivoté, donc j'ai beaucoup changé de projet aussi et c'est normal, parce qu'au fil de ton étude de marché, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu avais imaginé, il y a pas vraiment besoin ou ça existe déjà ou, ça fonctionne pas comme tu l'imaginais et donc faut à chaque fois recommencer au début, réimaginer quelque chose, Mmh. refaire une étude de marché et cetera. Donc ça peut être vraiment, long, un peu casse-pied et décourageant. Ça ressemble finalement à ce que tu as fait pour, trouver un peu ce qui te faisait kiffer. Ouais, Tu c'est tenté vrai. un truc, ça marchait pas, bon, bah, tu as tenté autre chose, Mmh. mais tu avais toujours un peu le même fond de l'idée de t'engager autour de la conservation. Là, tu as un peu la même chose, avec la même, mission, Mmh. finale, mais par contre, tu changes un peu les moyens. Ouais, carrément. J'avais jamais vu ça comme ça, mais complètement. Et il y a une phrase qu'on m'avait dit pendant les incubateurs qui est grave restée avec moi, c'est qu'il faut être amoureux du problème et pas de sa solution. Mmh. Et c'est vrai que, c'est vrai, quoi. En fait, tu peux très vite être amoureux du projet que tu as pour régler un problème, mais c'est pas forcément, la manière qu'il faut faire parce que, ça dépend pas que de soi. Et donc moi qui avais, et qui a toujours en vrai dans le coin de ma tête cette idée d'une plateforme, multiparties prenantes qui aiderait tout le monde et cetera. Avec les assos au centre. Voilà, les assos au centre, qui fait le lien avec les entreprises et avec les particuliers et tout. Ça, c'était ma solution. Il fallait pas que je sois trop amoureuse de cette solution-là, parce que sinon j'aurais mis des centaines de milliers d'euros pour le développement de la plateforme et c'est pas sûr franchement que ça aurait marché ou ça aurait été très dur. Et donc il faut savoir se réinventer et vraiment être amoureuse du problème et moi mon problème c'est, comment préserver les espèces sauvages, comment aider les assos à préserver les espèces sauvages, quoi. Et mais du coup, comment faire dans les moments un peu plus de doute? Faut se dire que c'est passager aussi.
Faut se rappeler, de la dernière fois où on était comme ça et se dire: «Bah, voilà, tu mal, il y a un mois, mais après ça s'est super bien passé. Tu as eu une bonne nouvelle qui a débloqué des nouvelles choses». Enfin, faut garder espoir, quoi et heu et puis, prendre le temps, se lâcher un peu la grappe, décrocher un peu. C'est tes proches qui Hem, t'aident aussi un peu? Enfin, ouais, des potes ou ouais, j'ai mon père aussi qui a monté sa boîte, qui peut être de bons conseils. mmh Hem, ouais, faut s'accrocher, hein. et hem et du coup, au début, comment tu te lances? Tu as eu ton site, heu, tu as commencé avec ça, avec le référencement des assos, Ouais. heu, donc ça, c'est le gars qui t'a tu avais ça en tête, j'imagine et c'est le gars poussé à, Mmh. qui t'a poussé à le faire Ouais. et heu et donc tu t'es dit un jour, «Bon, bah, vas-y, let's go, faut que je me lance, je fais ce site, quoi». Bah, ouais, en fait, ce site, c'est vraiment parti de mon besoin et c'est ça qui est intéressant souvent, c'est quand ça part d'un besoin perso, souvent, bah, on n'est pas les seuls à avoir ce besoin-là, quoi. Hem et donc ça aide d'autres gens et donc de base, j'ai fait cette carte pour moi trouver des expériences, sur le terrain et très vite, je me suis dit que ça allait être trop bien pour tout le monde et donc j'ai poussé le truc beaucoup plus loin. Je suis allée référencer encore plus d'assauts et cetera et puis, j'ai bien aimé le faire surtout, enfin, sinon j'aurais pas OK. fait parce que 800 associations à chaque fois, enfin, tu verrais mon dossier Excel, tu aurais peur, quoi. Vraiment, il est Tu m'étonnes. et hem et donc oui, je l'ai fait au départ aussi parce que moi, ça me faisait kiffer, que j'en avais besoin perso, donc je me suis dit: «Au pire, si personne n'utilise, bah, moi, j'utiliserai», donc pas grave. Donc au moins, ça serait utile pour quelqu'un. Voilà, dans tous les cas ta question, c'était comment je me suis ensuite lancée dans le reste? Et ouais, du coup, c'était quoi un peu tu eu ton voyage en van? Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. C'est ce qui a suivi, Hem, c'est ça? ça, Plus ou moins? c'était non, ça, c'était avant. C'était avant de lancer le site? Ouais. Mais tu avais déjà la carte des assos ou? En fait, j'avais déjà commencé, mais c'était un travail de longue haleine, de faire, le référencement de 800 assos. Tu avais J déjà commencé les posts un peu sur les réseaux, Ouais, bah, OK. j'avais commencé à faire des posts sur les réseaux sociaux pour parler de mes expériences, genre en 2020. Après, c'était en 2021 que je suis partie en Tanzanie et j'ai commencé à faire ce référencement. C'était à la suite de mon stage à Surfrider. Hem et heu et après j'ai repris, un autre stage, donc à WWF, pendant lequel j'ai organisé mon Tour de France. Donc le projet du Tour de France, c'était aussi pour, revenir un peu plus, bah, en local, Ouais. découvrir les espèces sauvages françaises, les associations françaises, les métiers qui existent, les parcours de ceux qui y travaillent et du coup ça, c'était, 1 mois de Tour de France en van aménagé, pour filmer les assos et tout est sur YouTube. OK. Tu as filmé combien d'assos? Une grosse dizaine, c'est ça? Ouais, 13 ou OK. 14, un truc comme ça. OK. Trop intéressant je pense qu'on va revenir sur ça juste après, mais peut-être avant, heu, c'est quoi un peu les sujets qu'il y a en France sur la biodiversité, sur les espèces en voie de disparition, Mmh, il y en a, c'est quoi les gros sujets? J'avoue que je connais pas du tout, du tout. bah, il y a un sujet en plus qui a été traité récemment par, Brut. C'est cool parce que c'est un sujet qui qui est pas glamour, mais c'est les moules, dans les rivières françaises. OK, Ça s'appelle les mulettes perlières et en fait, c'est des moules, bah, endémiques qui, à l'époque des rois, étaient cultivés pour leurs perles. Tous les colliers en perles de l'époque, ça venait de ces moules-là OK. et c'est une espèce qui est hyper en danger d'extinction, et qui disparaît en fait, dans l'indifférence, de tout le monde parce que, bah, c'est des moules, personne connaît, donc typiquement, j'avais fait une petite vidéo là-dessus qui avait d'ailleurs bien marché, à mon plus grand étonnement parce que c'est Tu pas, t'attendais pas à ce que c'est les moules soient un sujet, bah, ouais, c'est pas une espèce sexy, tu oui, vois? ça Donc marche moins bien que les chats sur les réseaux, quoi. voilà et donc ça, par exemple, après, donc moi, je me suis focalisée sur la faune, mais évidemment, il y a plein de sujets sur les écosystèmes et la flore aussi. On parlait des algues vertes en Bretagne, Ouais, même si c'est pas de la disparition, c'est quand même un ouais, ça, c'est un problème qui problème crée de de la biodiversité qui ouais, c'est crée des de dérèglements, mmh, typiquement parce qu'on respecte pas aussi les règles des écosystèmes, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? J'ai pu voir, des associations aussi de refuges de tortues.
Et ça va être des gens qui veulent, une tortue de compagnie et qui en fait, une fois qu'ils l'ont, au bout d'1 an, ils se rendent compte qu'effectivement ça vit plus longtemps que nous, quoi. Et donc qu'est-ce qu'ils vont en faire quand ils partent en vacances? Qu'est-ce qu'ils vont en faire, quand ils déménagent? Donc souvent, il y a des abandons de tortues où les gens les ramènent au refuge parce qu'ils veulent plus s'en occuper. Ou ça va être aussi des tortues qui sont trafiquées, qui sont ramenées illégalement en France et qui sont réquisitionnées par l'OFB, c'est un peu la police de l'environnement. Donc il y avait ces refuges de tortues-là. J'ai pu faire aussi des centres de soins à la faune sauvage, donc c'est en France, il y en a plus d'une centaine, et c'est, des assos, mais ça devrait être en vrai, enfin ça devrait être géré par l'État, quoi. Parce qu'en Mmh. fait, c'est des assos qui font un travail qui est essentiel, de sauvetage, soins et réhabilitation des espèces sauvages qui sont notamment, victimes d'accidents routiers, qui sont victimes de enfin, en fait, dès que tu vas trouver une espèce qui est endommagée, il faut appeler le centre de soins le plus proche pour savoir quoi faire. Et ensuite, eux, ils les récupèrent, ils les soignent s'ils peuvent et ils les gardent, ils les nourrissent jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Après, ils les relâchent. Donc Et du coup, tu as des espèces qui sont, qui à cause de, par exemple, des routes, construction d'infrastructures, et cetera, sont en France en danger et ça peut amener ensuite des soucis, même sur les écosystèmes? ben, ouais, complètement, là, je pense, aux grands prédateurs, mais type, le lynx. Mmh. Il y en a très peu en France. Lui, en plus, il est victime aussi de enfin, il est juste tué aussi par des chasseurs, qui sont pas contents, du retour du lynx et cetera. Ou il peut, par exemple, ouais, se faire prendre par un camion, et en fait, quand il reste que très peu d'individus d'une espèce, chaque individu compte et donc faut absolument, réussir à les soigner et à les relâcher. Sinon, surtout des grosses espèces comme ça qui mettent du temps aussi à se reproduire, à grandir, à être sexuellement, hem, matures et cetera. Bah, si on les tue trop vite, en fait, c'est la fin de l'espèce, quoi. Et s'il y a pas des grands prédateurs après dans les forêts, bah, c'est complètement déréglé, c'est hyper important les grands prédateurs. Il y avait eu toute une étude faite dans les grands parcs nationaux aux États-Unis avec le retour du loup qui Mmh. avait complètement transformé l'écosystème et qui avait tout, rérégulé. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. OK. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal en France d'espèces un peu invasives qui arrivent. C'est aussi dû à des dérèglements de l'écosystème et Ouais. C'est et aussi dû à au augmentation de la température, tu veux dire? ouais, mais au commerce aussi, tu vois? Ça peut être, par exemple, dans les transports, maritimes. Souvent, les bateaux, ils récupèrent de l'eau dans leur cale Mmh. pour, se stabiliser ou faire des problèmes de poids, et donc ils remplissent leur cale d'eau. Souvent, ils prennent des espèces avec et après ils vont d'une mer à l'autre et ils vont vider leur cale et donc ils transportent des espèces ou, tu vois, ça peut être des espèces aussi de crustacés qui s'accrochent, sur, le bateau et après, elles se retrouvent dans une autre mer et derrière, par exemple, il y a le poisson lion qui, heu, qui est une grosse espèce invasive et qui se retrouve, parfois dans les écosystèmes où il est pas naturel et en fait, c'est un prédateur qui bouffe tous les autres poissons et donc après ce qu'on doit faire, c'est que les plongeurs et on leur dit: «Dès que vous en croisez un, vous le tuez» et faut réguler comme ça, quoi. OK, donc après c'est l'homme un peu qui doit réguler, Bah, ouais. malheureusement, et ça il y a des choses qui sont faites pour essayer de couper un peu à la source peut-être ces soucis, ou c'est quand même, Le sujet des espèces, en fait, le déclin de la biodiversité, il y a 5 facteurs. ouais. Il y a le changement climatique, Mmh. les pollutions, la surexploitation des espèces, donc dont le trafic d'espèces sauvages. Hem, Surexploitation des espèces, c'est, Ça va être, par exemple, la surpêche, OK, ouais. hem, l'artificialisation des sols Ouais, et les espèces invasives. OK. Et en fait, les espèces invasives, c'est un peu le sujet complexe. Enfin, tout est complexe, mais c'est encore plus complexe, les espèces invasives et c'est vraiment du cas par cas, heu, donc c'est ouais, OK. c'est pas Ouais, évident. c'est des sujets un peu,
Et il y a d'autres sujets sur les 5 qu'on arrive à traiter un peu mieux? Bah, on n'est pas parfait, hein. Ouais, Mais c'est bon, loin. il y a des choses, bah, le changement climatique, ça commence à être assez clair pour tout le monde ce qu'il faut faire. Les pollutions, c'est compliqué de toutes les gérer, mais Mmh. je pense que c'est plus simple. Ouais. Ça veut pas dire qu'on le fait, mais c'est plus Mais simple c'est un peu plus simple. et ouais, les autres sont un peu plus, je pense un peu plus simples, ouais. Genre même OK. sur exploitation, bah, voilà, si on arrêtait la pêche industrielle, bah, ça irait mieux parce que les stocks de poissons, ils seraient pas complètement vides et ils auraient le temps de se reproduire et on aurait plus de poissons de taille, correcte. Et là, maintenant, dans les étalages, les poissons, ils sont tout petits parce qu'ils sont jeunes Mmh. et en fait, ça vide les stocks de poissons, quoi. OK. Et donc pour en revenir à ton voyage en van, mmh, c'est l'idée est venue un peu enfin, comment est venue l'idée? Et ensuite, comment s comment tu passes, de de cette idée à en fait, bah, je le fais, je pars, quoi? Mmh. Parce que c'est vrai que je pense que c'est le genre d'idée trop cool que tu peux avoir et que en fait, je pense pas mal de monde peut avoir. Mais, ils vont pas forcément aller jusqu'à la réalisation. Heu Ouais. et moi, je sais que, bah, du coup, tu sais, j'avais fait 2 mois et demi de voyage à vélo, bah, avec un pote, où on avait fait toute la côte. On avait fait, justement des collectes de déchets sur toute la partie française avec Surfrider. Mmh et en fait, ouais, c'est une idée qui m'est venue comme ça en me disant: «Qu'est-ce que un truc qui me ferait kiffer, en plus sur lequel je puisse mettre du sens?» Et tu dis: «Bon, bah, vas-y, je vais faire ça, voyage à vélo sur toute la côte avec le surf et ensuite, on fait des collectes de déchets, Mmh. on ramène des assos, des entreprises». Et en fait, tu y repenses et tu fais: «Bon, de quoi j'ai besoin?» Bah, j'ai besoin de 2 mois et demi, j'ai besoin d'un vélo et ensuite je pars et puis je verrai bien, tu vois? Mmh. Heu et en fait, quand tu mets un peu à plat, tu réalises qu'il te faut pas tant de choses que ça pour avoir la base et partir sur ton voyage. Toi, il te fallait des assos, il fallait un van quand même. Heu, comment tu t'es comment c'est venu? Est-ce que c'est allé vite? Est-ce que c'était simple ou est-ce que tu as pas mal galéré? Bah, en vrai, c'est ce que j'allais dire, toi aussi tu peux en témoigner parce que tu as Mmh. fait des projets similaires. Mais, est-ce que ça allait vite? J'ai eu l'idée, je pense qu'on devait être en octobre-novembre et au final, je suis partie le septembre d'après. Donc ça a pris un peu moins d'1 an en tout, OK. en sachant qu'en même temps, je faisais des stages, je suis partie en Tanzanie et Oui, cetera et c'était pas du cetera. tout un an de préparation pure, Non, mais à partir de l'idée jusqu'à la concrétisation d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui retrace toutes les étapes trop bien. parce que je me suis dit que c'était justement intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'on se lance vraiment, quoi et en fait, bah, c'est un peu ce que tu as dit, c'est une fois que tu as l'idée et que ça te plaît, tu vas tout faire en sorte, pour que ça fonctionne, quoi et moi, j'avais besoin de quoi? J'avais besoin effectivement d'un van. Donc là, j'ai harcelé toutes les boîtes de location de van en France pour leur demander un échange de bon intérêt. Donc ils me prêtent un van, en échange, je fais du contenu sur les réseaux sociaux pour eux. Comment très concrètement, comment tu contactes les boîtes? Qu'est-ce que tu leur proposes? Mmh. J'imagine qu'il y a pas une réponse directe. Comment tu les relances? Genre, très concrètement, comment ça se passe à ce moment-là? Concrètement, j'ai commencé par créer une présentation où, OK. je décris, une page, qui je suis, quel est le projet, voilà, tu donnes envie, tu dis les impacts, tu mets en avant la cause et cetera et tu mets évidemment en avant, bah, qu'est-ce qu'eux vont t'apporter, qu'est-ce que tu leur apportes en retour. Donc il y avait une page, avec les contreparties, en fait, du prêt et après une fois que tu as la présentation, bah, tu te références les entreprises qui louent des vannes, tu envoies la présentation à leur email et Mmh. après moi ce que j'ai fait et ça c'était assez formateur et vraiment ça fait la différence, c'est que j'ai appelé. Donc j'ai envoyé la presse et dans la foulée ou le lendemain, j'ai appelé: «Oui bonjour, Émilie Priou, je vous ai envoyé une présentation pour mon projet de tour des associations, est-ce que vous avez eu le temps de la voir?» En fait comme ça, même s'ils l'ont vu passer, ils se disent: «Ah attendez, je vais regarder». Une fois qu'ils t'ont eu au téléphone, ils ont plus trop d'excuses pour pas répondre et donc souvent, bah, j'avais une réponse derrière mais après oui, il faut faire des relances donc
Moi, je conseille de garder genre un tableau Excel avec le nom des entreprises, où tu Mmh. en es dans le processus. Est-ce que tu as envoyé la presse? Est-ce que tu les as eu au téléphone? Est-ce que tu as eu une réponse? Quand est-ce que tu fais une relance et cetera? Pour vraiment avoir un suivi et après, bah, tu lâches pas jusqu'à ce que tu aies une réponse, qu'elle soit négative ou positive, quoi. Ouais. Et du coup, là-dessus, il y a eu des hauts et des bas parce que, au début, j'ai galéré. J'ai eu une première réponse positive pour une semaine, mais c'était pas suffisant pour faire le tour, mais c'était déjà, bah, génial parce que Bien. ça m'a donné la confiance de me dire: «Bah, oui, ça marche, oui, c'est intéressant pour eux de faire ça» et cetera. Et après, par contre, j'ai galéré pour trouver un van pour le reste du temps. Jusqu'au point où, tu vois un peu le point classique où tout le monde te dit, il y aura un moment où tu vas vouloir baisser les bras, où tu vas en avoir marre et tout. C'est à ce moment-là qu'il faut redoubler d'efforts et c'est vraiment la Ouais. phrase genre classique, mais en fait, c'était trop vrai. Genre, il y a un moment, vraiment, j'étais au bout du bout, j'en pouvais plus, j'y croyais plus et tout et j'ai quand même relancé un truc et ça a marché après, genre assez rapidement. Tu as contacté combien d'entreprises? Tu te souviens? Peut-être 15-20, quelque chose comme ça. OK. Envoyer le mail, appeler, Mmh, relancer, hein. ouais. Donc là, tu as un endroit dans ton ordi, tu as des fichiers Excel avec les contacts de toutes les entreprises qui font du van en France. Ouais, mais souvent Trop bien. quand je raconte ou je rencontre des gens, on me dit: «Ah, je veux trop faire un truc avec les vannes et tout», je transmets la liste des entreprises de vannes, enfin, faut s'entraider, quoi. Bah, ouais. Ouais, Donc bah, c'est vrai que j'ai pareil du coup, avec, toutes les assos engagées, les entreprises un peu engagées autour du surf, bah, sur la ouais. côte, gros fichier Excel, Mmh. et là, j'ai le même avec les surf house. Mais c'est Mmh. aussi parce que moi, je vais chercher de l'aide auprès des autres que je suis ravie d'en donner derrière. Enfin, je sais que Mmh. pour les vannes, typiquement, j'avais demandé à un youtubeur qui s'appelle Thomas Massa, qui était grave dans la van life et tout. Je lui avais envoyé un message sur Insta: «Hello, tu pas une liste avec les entreprises de vannes, t'as pas des conseils?» Il m'avait donné sa liste. Ah, Donc c'est trop bien de s'entraider comme ça. Puis avec ouais. les réseaux sociaux, c'est trop facile, je trouve. C'est trop cool. C'est un super conseil ça, je trouve, ouais, Ouais. si tu as des idées de voyage, tu as forcément des gens qui ont fait des choses un peu similaires, et en fait, tu les contactes et ils sont contents, je sais que tu es trop content de partager un peu ce que tu as fait, de partager, des choses, heu, de partager des contacts, de partager des infos, Mmh. Ouais, de ouf. Mais ça te coûte souvent, les ça gens coûte osent rien pas et demander parce mmh, qu'ils se disent qu'on va déranger. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on m'avait dit aussi qui me reste. Les gens adorent parler d'eux, en fait. Enfin, typiquement, là, je fais un podcast, mais voilà. Mais c'est enfin, si tu viens voir les gens et que tu leur dis, «Hello, j'aimerais beaucoup, que tu me parles de ton parcours, pour avoir des conseils», c'est très, très rare qu'on te dise non. mmh, Enfin, moi, on m'a toujours dit oui, en fait. Et donc tu proposes un appel, un café, une visio, un truc et c'est ça qui fait la différence parce que tu rencontres des gens qui après, eux, connaissent d'autres gens et ça crée du lien et ça fait une sorte de toile d'araignée de contacts et ouais, d'opportunités et de et je pense que plus que parler d'eux, je pense que les gens aiment bien aider. Parce que du oui, coup, tu te sens utile et donc en fait, si tu aides quelqu'un qui a un projet que tu trouves cool, bah, en fait, tu mets du sens derrière ça donc je pense que mmh. C'est plus au niveau de l'approche, tu vois? Sur celle si sur LinkedIn, tu envoies un message et tu dis à quelqu'un: c'est vrai, je vois. «J'aimerais discuter avec vous, parce que, ça m'intéresse ce que vous avez fait et tout», Mmh, ça va être oui la réponse, toujours. ou pas de réponse des fois, mais Mmh. Faut relancer dans ce mais cas. OK, à relancer. Trop bien et du coup, donc ensuite Oui, donc tu j'avais avais ton besoin d'un van, van, j'avais besoin aussi de la d'assaut? validation des associations. Ouais, Donc j'ai créé tout l'itinéraire, j'ai contacté les assos, j'ai vu avec elles si elles pouvaient m'accueillir, combien de temps, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre en avant, filmer. Et donc j'ai créé l'itinéraire comme ça. après Qu'est-ce que j'avais l'avantage après besoin? une fois que tu as le van, c'est que bon, les assos, tu pas un nombre limite à rencontrer. Si au final, tu que, 5 assos qui te disent oui ou tu as 25 assos qui disent oui, dans les 2 cas, tu peux faire le tour, quoi. Ouais, Donc après en c'était fait plus une question de temps parce que du coup ouais, le van j'avais pendant 3 semaines, donc je pouvais faire 4 semaines de van mmh, parce que j'avais le premier une semaine et le deuxième 3 semaines. Mais mais oui, après moi j'ai fait mon petit itinéraire. Mais d'ailleurs le van je l'ai su tard, hein. C'est pour ça que j'étais un peu en stress. J'avais quand même des plans, B, Z, dans tous les cas j'aurais fait mon tour et c'est ça aussi souvent dans mes projets, c'est que je me dis: «J'essaye le truc le plus compliqué», comme là avec le ou le plus projet, confort en tout cas. ouais, le plus confort mais le plus Ouais, compliqué à atteindre quoi, ouais. et dans tous les cas je le ferai, même de la manière la plus schlag on va dire. Oui, au pire, tu prends un peu sur tes économies, tu vas en train,
Ouais. C'était ça un peu les plans, Ou l'autre plan, c'était mon oncle qui me prête son camion qui est pas du tout aménagé, je me ouais. mets un matelas dedans et je mange des sandwichs et voilà, tu vois? Donc en fait, dans tous les cas, si j'ai un plan, Z, ça fait que je lâche rien parce Mmh. que je me dis: «Dans tous les cas, j'y vais». Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu t'es dit: «Bon, bah, j'y vais, je sais qu'au pire je ferai ça», Et après, du coup, c'est tu peux mettre toute ton énergie pour trouver les meilleurs, partenariats, mmh, les meilleures, choses pour faire ton projet, quoi. Et souvent, ça marche. ouais. Si tu y crois, si tu y vas à fond. Il te fallait un van, il te fallait des assos, il te fallait aussi un peu d'argent. Il me fallait un peu d'argent et Tu as pour fait ça, quoi? Tu j'ai as fait une pris cagnotte, OK, sur KissKissBankBank c'est vrai, j'ai vu ça, ouais. et hyper formateur de faire ça. J'avais fait un peu une cagnotte pour, l'association avec les ours à l'époque, donc j'avais déjà un peu, je connaissais machin. Mais KissKissBankBank, je recommande parce ils t'accompagnent vachement dans toute la création de la campagne. Tu avais Ils ont tout été un accompagné guide. par quelqu'un? Ou Non, mais ils ont créé un guide. Bah, mmh, après, tu peux le faire sur une autre plateforme et télécharger leur guide quand même. mmh, Mais c'est une plateforme qui est assez connue, donc les gens, tu vois, ils ont l'habitude aussi de donner sur des projets là-dessus. Hem et donc j'avais fait une cagnotte et pour la cagnotte, c'est important de réfléchir aux contreparties pour les donateurs. Il faut aussi faire une vidéo de présentation, il faut donner envie, il faut expliquer, il faut dire pourquoi tu as besoin de tant d'argent, donc il faut un peu budgétiser. Faut dire: «Bah, si tu me donnes, 20 €, bah, en échange, moi je lui avais fait, je te nomme à la fin de la vidéo». Donc à la fin de toutes mes vidéos, il y a un petit, cadran, «Merci à ceux qui m'ont soutenu» avec les noms de toutes les personnes. OK. J'avais fait aussi, j'envoyais une carte postale, hem, de mon voyage, en fonction des dons, quoi. Il faut pas des trucs, de ouf, mais c'est juste, Un petit montrer geste. que voilà, qu'on est reconnaissant et tout, et ça donne envie aussi de donner. Souvent, ce qui est fait avec les cagnottes, c'est, faire des précommandes et Oui, mais toi ça fonctionnait pas. ouais. Et du coup, j'ai fait ça, mais c'était pas beaucoup d'argent. Je sais plus combien j'avais mis, j'ai Tu avais mis 2000 non? Ou ouais, max, je pense, hein, ouais, peut-être un peu moins je même. crois que tu avais demandé 1000 et tu avais eu 2000 non? De mémoire, Ah ouais? Possible. de mémoire, ouais. Et ça, c'était vraiment pour, bah, les frais, donc l'essence et la nourriture et du matériel. Je crois que j'ai dû acheter un micro, un truc comme ça. OK Et voilà, et une fois que j'avais et le donc en fait, van, tu avais les tout, assos, l'argent, il fallait du temps et ça, bah, j'avais du temps parce que j'étais en césure de mon master. Donc après mon stage à WWF, il me restait un semestre et j'ai vu avec, l'université si je pouvais faire un projet perso au lieu d'un stage et ils m'ont dit oui et donc c'était parti, quoi. OK. Moi, c'est cool qu'ils t'aient laissé faire ça. Mmh. Bah, oui, parce que j'avais déjà fait 2 stages et c'était un projet, bah, qui t'apporte plein de choses en vrai, plein de compétences, En fait, faut pas aussi parce que souvent les gens ont peur de se lancer dans des projets en se disant: «Oui, mais ça va me faire un trou dans mon CV» ou mais en fait, tu peux tellement le mettre en avant aussi sur ton CV parce que tu apprends plein de choses. L'entrepreneuriat, tu touches à tout, tu règles des problèmes, derrière ça te fait plein de compétences à valoriser, quoi. Ouais, c'est ça qui est tu développes tellement de trucs d'un coup, que si le projet est à peu près, pertinent, Mmh, c'est souvent tout bénef, quoi. Mmh. de ouf. J'ai regardé, tu as fait, 2 200 sur 1 800 OK. et heu et du coup, ce que tu avais mis, c'est que tu avais besoin de 1 800 pour ton voyage et le reste, tu l'utiliserais pour, développer ta carte interactive. Donc tu avais un autre Oui, projet à côté, c'était pas mal, oui, c'est ça, en fait, il me reste des sous, ce qui m'a permis aussi de faire, ça m'a permis de me faire un gros resto. non, non, bien sûr que non. En vrai, je l'ai gardé sur Non, le je rigole. côté et Ouais, c'était, pour, pour la bah, ouais. carte, ouais, c'est ce que tu mettais pour, Mmh, t'aider à continuer à développer la carte interactive des assos, exactement. OK. Et donc tu as continué après ton voyage à développer ça, la carte, le site et donc la carte, tu la vends. Ouais. C'est ça qui te fait rentrer un peu d'argent. La carte, c'est, un prix unique. Je me suis dit que vu que c'était pour les étudiants, que les abonnements, c'était pas forcément, le plus adapté, Ouais, et en même temps, j'ai décidé de la vendre parce que ça a été un gros travail, heu et que, bah, j'essaye aussi de vivre de mes projets donc j'ai décidé de la vendre pour ça, heu et donc oui, ça fait, une source de revenus. Les réseaux sociaux, un tout petit peu. Parfois, je fais quelques collaborations avec des marques engagées. J'ai fait une collaboration avec une école, qui propose en ligne des formations à l'environnement OK. Qui s'appelle comment? et Blue Eco Formation OK.
Et ça, c'est trop cool. Enfin, moi, je les ai un peu harcelés pour faire un partenariat rémunéré parce que je me suis dit: «Mais les gens qui me suivent, ils Tu veulent trop». harcèles beaucoup les gens, Ouais, toi? j'harcèle beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup d'emails, mais c'est ce qui marche aussi. Mmh. Enfin, j'harcèle gentiment, hein, je sais pas. Oui, mais c'est ce qui montre ta volonté, ce qui montre ton Oui, engagement et puis les opportunités tombent pas, enfin, mmh, ça te tombe pas dessus, en fait. il faut que ça Il faut tombe les dessus, faire, faut les saisir, mais c'est rare, quoi. ouais, faut les créer. Enfin, c'est toujours quelque chose que tu as créé en Oui, amont. C'est une ça, petite graine que clairement. tu as plantée à un moment donné, enfin, tu vois? Je suis très proactive et donc parfois j'ai des petits partenariats rémunérés. J'avais fait une vidéo TikTok aussi, qui m'avait fait, gagner genre 100 € parce que j'ai atteint la monétisation. Donc il y OK. a un peu de trucs sur les réseaux sociaux que je devrais peut-être un peu plus pousser, mais pour l'instant, clairement, ça me permet pas de vivre. Tu as quoi sur les réseaux en termes d'audience? Sur Sur TikTok, j'ai 11 000, Ouais, sur Insta, j'ai presque 3 000, je crois, OK, et YouTube, j'ai genre 1 000. OK, parce que tu as tout mis du coup, sur YouTube, Bah, en fait, au sur début, ton activité du c'était van en tout cas, tu as tout mis sur ouais. YouTube? Oui, mais j'utilisais aussi TikTok et Insta pour OK, des formats plus courts. et tu t'es formé pour faire tout ça, pour, filmer, pour monter, tu t'es un peu formé en autodidacte? Ouais, toute seule. En OK, fait, à force de faire. ouais, ça a commencé, pendant ma première expérience avec les ours en Indonésie. J'avais acheté une petite, genre une fausse GoPro, une VTN, je crois. C'est une OK. marque bas de gamme, GoPro, tu vois? Et c'est comme ça, c'est ma sœur qui m'a montré un peu comment utiliser, iMovie et j'ai adoré, en fait. C'est devenu vraiment une passion, le montage, j'adore. Je trouve OK. ça, un peu on parlait la dernière fois des activités qui nous font être un peu en état de flow, Ouais, de en plus penser à méditation. rien, Ouais, ouais. bah, moi, il y a l'apnée, la cuisine et le montage. OK, bah, J'avais c'est bien. oublié le montage. Donc ouais, je me suis vraiment pris de passion et j'ai appris toute seule, donc c'est pas parfait, mais ça fait le Donc taf, quoi. tu apprends petit à petit. Trop Mmh. bien. Et même, maintenant, je peux même parfois trouver des jobs, en tant que vidéaste, monteuse vidéo et cetera. C'est des compétences que j'ai gagnées toute seule qui me permettent aussi d'être rémunérée, donc ça, c'est cool. Et après, bah, là, c'est surtout mon activité avec Win que j'essaye de pérenniser en trouvant des clients. Donc en fait, je suis en micro-entreprise et je vends ma prestation aux entreprises. Donc la prestation, c'est quoi? C'est, faire un diagnostic, de leurs, impacts sur la biodiversité, trouver la bonne association pour faire un partenariat selon leurs critères et selon leurs besoins et ensuite, bah, faire la mise en relation, la contractualisation du partenariat et je propose aussi une partie communication vu que, bah, je fais de la vidéo. Je propose de faire une vidéo sur l'association aux couleurs de l'entreprise pour qu'elle puisse, partager les messages de sensibilisation. OK. C'était un peu le dernier gros thème que je voulais aborder, c'était le côté, du coup win, donc là où tu vas avoir des entreprises, tu leur proposes toute une prestation, type un peu prestation de conseil, Mmh, hem, sur un sujet, donc la biodiversité où là l'objectif c'est qu'elles aillent s'engager sur ça, donc elles aillent mettre des moyens sur ça. Hem, peut-être déjà comment tu fais? Parce que là du coup tu viens sur du très, très concret d'entreprises qui vont mettre, enfin qui vont directement te payer toi. Heu, vers quelles entreprises tu te diriges? Comment tu fais pour, heu, les convaincre, que c'est un sujet hyper important, hyper pertinent pour elles, que sur du long terme, c'est important et rentable, de se mettre sur ça? mmh. C'est quoi un peu toute ta démarche autour de ça, Bah, alors ma démarche, elle est pas parfaite parce que j'apprends aussi, sur le tas. Mais, là, de ce que j'ai appris déjà depuis, 6 mois ou un peu plus que je fais ça, c'est que déjà, il faut que ça soit des entreprises qui soient assez matures sur les engagements environnementaux. Donc des entreprises qui ont déjà fait des bilans carbone, qui ont déjà des feuilles de route, de préservation de la nature, qui ont déjà sensibilisé leurs collaborateurs avec des fresques, avec ce genre de choses. C'est Hem, triste, mais on en revient un peu sur le fait que du coup, la biodiversité passe un peu, au second plan sur l'écologie Clairement, et en fait, tu peux pas aller voir des entreprises qui sont pas encore engagées. clairement. Les Les entreprises, entreprises pas encore c'est elles commencent par s'engager par, bilan carbone, vraiment, peut-être parce qu'aussi il y a un côté légal maintenant, ouais, donc forcément complètement. elles commencent par ça et ensuite Mmh. elles passent sur le côté biodiversité si elles veulent aller plus loin, c'est ça? Vraiment, c'est OK. ça, la biodiversité, souvent on dit: «C'est le parent pauvre de l'environnement» et tout, mais c'est en train de changer.
petit, enfin doucement mais sûrement. Mais en gros, oui, typiquement, une entreprise qui a encore rien fait, elle va commencer par, bilan carbone, le publier et en fait, c'est long. Ils se mettent un objectif par an, tu vois? Donc ils Mmh. se disent: «Ah bah, cette année, on fait le bilan carbone, et l'année prochaine, on fera, une analyse de cycle de vie de notre produit. L'année d'après, peut-être qu'on fera, quelque chose pour la nature, mais ça sera d'abord chez nous». Donc en fait, c'est Mmh. très, très long. OK. Il faudrait que ça aille beaucoup plus vite en réalité, et c'est ce que toute la communauté scientifique, les boîtes de conseil, et les politiciens essayent de pousser pour que ça aille plus vite. OK. Il y a la COP16 là qui arrive dans 2-3 semaines, qui va parler beaucoup de biodiversité. Ça va être la COP de mise en action de la COP15. La COP15, ils ont signé la convention de la diversité biologique et dans cette convention mondiale pour la biodiversité, il y a une des cibles qui est destinée aux entreprises, qui OK. dit que les entreprises doivent, rendre compte de leurs engagements pour la biodiversité aussi. OK. Donc ça fait Donc partie des priorités mondiales, mais c'est donc pas encore toi, une tu viens priorité pour les les aider sur ça, entreprises. en fait? Voilà. C'est Moi, ça je que tu mets en avant, suis OK et donc concrètement, comment ça se passe? Enfin, du coup, tu vas avoir des entreprises qui sont déjà engagées et qui ont envie de faire plus. Comment tu sais qu'elles ont envie de faire plus? Est-ce que c'est toi qui vas leur proposer de faire plus? ouais, Ça se passe un peu comment? j'essaye d'attiser leur curiosité par un message LinkedIn ou un email pour prendre un rendez-vous. Avec qui? Avec le responsable RSE, directeur ou directrice de l'entreprise? Ouais, s'il y a un responsable RSE, ça va être ça. S'il y a pas, ça peut être responsable partenariat, mécénat, voire com ou fondeur, OK. enfin Ouais. fondateur, pardon. Et après tout l'enjeu, c'est pendant le rendez-vous, les faire parler en fait pour comprendre eux où ils en sont, quels sont leurs pain points, quels sont leurs problèmes, où est-ce que moi je peux quelle est ma porte d'entrée en fait? Mmh. Où est-ce que tu peux leur Heu, apporter de la valeur? voilà. Donc je leur demande: «Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la biodiversité? Est-ce que vous avez des remontées de vos salariés qui vous disent qu'ils ont envie que vous fassiez plus? Est-ce que vous avez déjà soutenu des associations? Sous quel format? Machin? Pourquoi vous le faites pas?» Et après moi, du coup, je peux leur proposer un truc un peu adapté à ce qu'ils font. Et derrière, bah, s'ils sont intéressés, je vais leur envoyer ma présentation avec, une proposition commerciale. On peut se recaler un autre rendez-vous parce qu'il faut qu'ils en parlent en interne. Donc en fait, tu discutes avec eux pendant l'entretien, tu leur dis: «Bah, moi, je pourrais plus, travailler sur ça, ça, ça». Enfin, ça, Mmh, tu leur dis, j'imagine, vers la fin de l'entretien, une fois que tu as tout écouté ouais. et ensuite, ils en parlent un peu en interne et si ça les intéresse, tu leur envoies une présentation un peu plus complète de ce que tu fais, peut-être en accent sur, ce que tu peux faire pour eux. Ouais, OK. c'est ça et l'idée, c'est que, bah, quand ça se passe bien, l à partir du deuxième ou troisième rendez-vous, on se met d'accord et on signe un contrat et après on lance le partenariat et moi je travaille pour trouver la bonne asso, je rencontre l'asso, je fais la mise en relation et cetera. OK, donc tu as tout un peu, état des lieux de l'entreprise et ensuite, c'est souvent de la mise en relation avec une asso, Ouais, heu, pour je vais qu'ils fassent du trouver, mécénat. bah, pour te donner un exemple concret, là je viens de travailler pour une entreprise qui fait donc des films, une entreprise de production audiovisuelle qui, par exemple, avait eu un tournage, d'un film en Égypte et ils avaient donc estimé un budget en fonction de leurs impacts, à donner à des assos et donc moi, je leur ai trouvé une association de préservation de la biodiversité en Égypte. Donc c'est une asso qui se focalise sur la mer Rouge, sur terre et en mer, donc ils font beaucoup de dépollution, beaucoup de sensibilisation. Ils ancrent enfin ils ancrent pas du coup, ils créent des bouées pour, que les bateaux n'aient plus besoin de s'ancrer, parce que ça abîme énormément les récifs coralliens. Donc ça a un impact de dingue. Ils ont créé tout un réseau de bouées comme ça pour, bah, quand les bateaux de touristes viennent pour faire, du snorkeling ou de la plongée, bah, ils lancent plus d'encre, quoi et ça, c'est Mmh. fou et ils ont tout un projet aussi de repopulation des récifs coralliens et OK donc moi, cette asso, bah, je suis allée la chercher sur internet, je l'ai rencontrée, j'ai discuté et elle était avec pas dans elle. ta carte des assos? Non, je l'avais pas sur ma carte des assos, OK. celle-là. C'est vrai que de base, je me base sur ma carte, mais j'ai pas toutes les assos. Puis ça Oui. dépend, des Puis tu as pas besoins. forcément une asso en Égypte, Bah, qui ouais, travaille sur certains trucs. OK. il y en a toujours, Mmh. d'autres que j'ai pas forcément référencés. Mais donc mon travail avec Win nourrit aussi la carte. Ouais. C'est une boucle, quoi et après, ben, j'ai présenté 2 assos, à l'entreprise de film là. Que tu es allé checker en amont pour, vérifier Ouais, le taf des assos, ce qu'ils faisaient, ouais, je le demande, sérieux de l'asso. ouais, les rapports annuels, je vérifie aussi auprès d'elles si ça les intéresse, Mmh. si elles seraient OK, sous quelles conditions et cetera et après, bah, je présente les 2 assos, à mon client, il choisit celle qui correspond le mieux
et après j'organise une rencontre, on fait la contractualisation du partenariat et tout. Est-ce que tu essayes de mettre, en place des connexions peut-être un peu plus long terme entre l'asso et l'entreprise? Ou est-ce que c'est un don juste une fois? Bah, le Heu, mieux, c'est avec le mécénat, tu peux faire maximum 3 ans de partenariat, OK, mais renouvelable. En gros, OK. le contrat, il dure 3 ans max. Là, avec ce client-là, je pense que ça va être plutôt 1 année. À voir après, mais vu qu'en fait, tous les ans, ils ont des nouveaux budgets de contribution, je pense qu'ils voudront plus le faire par rapport à leur lieu de tournage de l'année OK. passée. Mais là où c'est intéressant, c'est par exemple, bah, l'association, elle m'a dit pendant le premier rendez-vous, mais aussi ce qu'on pourrait faire, outre que le don, c'est que l'entreprise fasse un film sur notre travail Mmh. pour, sensibiliser et tout. Ouais. Et du coup, on en a reparlé pendant le rendez-vous et je sais pas si ça se fera, mais c'est ce genre aussi de connexion qui permet peut-être plus tard de, pareil, planter des graines et derrière, ça peut créer quelque chose, qui va Et plus loin que le don, quoi. ce que tu disais, c'est que c'est aussi ce que tu apportes en plus que, par exemple, juste un don que tu vas faire via une plateforme qui va ensuite être versé à des assos. Là, tu vas amener une connexion et donc tu vas amener potentiellement des liens et des projets entre l'asso et l'entreprise. Ouais, bah, il y avait quelqu'un qui m'avait justement pendant un rendez-vous, genre quelqu'un qui fait partie de l'écosystème aussi de l'engagement des entreprises, que j'avais rencontré pour, voir s'il y avait des synergies ou pas à créer, qui m'avait dit et c'est assez juste que là où des plateformes, justement qui mettent en relation plein d'entreprises avec plein d'associations, Ouais, font plus de la fast fashion du partenariat, ouais, moi je vais plutôt faire du sur mesure, du luxe niveau partenariat, quoi. C'est OK. de l'hyper personnalisé, c'est beaucoup plus humain du coup et c'est adapté, à l'entreprise et du coup ça peut normalement l'idée c'est que ça crée quelque chose de plus long terme parce que c'est aussi ce qui aide plus les associations. Si c'est du ponctuel, c'est difficile parce qu'elles, ça veut dire que tous les ans, elles doivent rechercher des nouveaux fonds, c'est énormément de temps. Donc le mieux, c'est de faire, ouais, des partenariats de 3 ans et c'est ce que j'ai pour objectif de faire, mais bon, c'est pas toujours faisable et je me lance aussi, donc faut s'adapter aux besoins des clients, mais OK. c'est l'objectif. Et tu penses que c'est dans le mécénat qu'il y a le plus de futur ou peut-être j'imagine qu'il y a aussi, parce que le mécénat, ça fait un peu du coup, du «pansement» entre guillemets. Est-ce qu'il y a aussi peut-être dans ce que font les entreprises, dans leur impact direct sur la biodiversité, qu'il y a des choses à travailler? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou est-ce que toi, tu es plutôt sur le mécénat pour l'instant? Alors moi, je suis plutôt sur le mécénat, quoique j'ai aussi créé une masterclass pour sensibiliser. Donc je fais la partie sensibilisation, contribution et communication. OK. Mais je suis pas d'accord sur le côté pansement dans le sens où évidemment, il faut pas que ça soit que ça que les entreprises fassent. Ouais. Elles peuvent pas, se dire, «Ah, faut qu'on fasse un truc pour la biodiversité, bon vas-y, on va donner 1 000 balles, Mmh. ça sera suffisant». Genre ça clairement non. Mais en fait, il faut c'est pas de la compensation, c'est vraiment genre de l'investissement pour le futur, en fait. Parce que comme j'ai dit au début, tout repose sur des écosystèmes naturels. Ouais. Et donc, en fait, les entreprises, elles ont tout intérêt économique à investir aujourd'hui dans la préservation de la biodiversité parce que derrière, il y a des études qui le montrent avec des chiffres que je pourrais pas là reciter, mais Mmh. ça coûterait beaucoup plus cher derrière si on attend que les écosystèmes soient endommagés parce que derrière, ça va impacter aussi leurs activités, en fait. OK. Et donc, investir aujourd'hui en soutenant le travail de restauration et de conservation des associations ou en faisant en interne un projet de conservation-restauration, mais bon, pas tout le monde a les moyens et Ouais. par exemple, cette entreprise d'audiovisuel, Oui, ça n'a pas trop de sens. Des gros groupes comme LVMH, eux, ils font par exemple des projets sur les terrains avec leurs agriculteurs. Ils les font transitionner d'une agriculture, intensive à une agriculture régénératrice et ça, c'est hyper important. Donc évidemment, il faut que les entreprises en interne, elles réduisent leurs impacts. Donc d'abord, il faut mesurer les impacts, les réduire, avoir une feuille de route avec des objectifs ambitieux et cetera. Mais la contribution et donc l'investissement pour la nature part du mécénat. Je suis assez convaincue qu'il faut que ça aille de pair, en fait. Faut que OK. ça soit en même temps. Parce que réduire ses impacts en interne, c'est des feuilles de route sur plusieurs années. Tu te dis objectif 2030, Mmh. on aura ça comme impact en moins et tout. Et c'est long. Et c'est normal que ça soit long. Il faut être indulgent aussi avec les entreprises parce que c'est compliqué. Mais du coup, en même temps, vu que c'est assez urgent, investir de l'argent pour des associations qui Qui sont ont un d'intérêt impact général, direct. voilà, qui sont déjà depuis des années en train de faire des actions OK. directes, ça permet de faire le poids contre la lenteur aussi en interne, tu vois? OK. Donc faut que ce soit, en même temps, en fait. Dac. Et
C'est galère, j'imagine, de trouver des entreprises? C'est un peu galère, ouais. Ouais. Bah, ouais, parce que Il y a pas aussi, encore de il y a pas encore de d'obligation légale, j'imagine? Il y a pas bah, pas encore, mais ça va arriver. Je suis peut-être un peu en avance sur le Ouais, marché, mais par exemple, il y a un sujet là actuel, moi enfin, c'est vraiment le sujet, en ce moment, c'est la CSRD. C'est, un nouveau cadre de reporting extra-financier. Donc en fait, mmh, les entreprises doivent faire du reporting financier, donc elles doivent, tenir compte de, bah, leurs ventes, leurs achats et cetera, ouais, et ils doivent aussi maintenant faire du reporting extra-financier, donc c'est toutes leurs activités qui n'ont pas de relation avec leurs activités économiques, et ça, dans le reporting extra-financier, c'est typiquement la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça, c'est les engagements sociaux et environnementaux, et du coup, maintenant avec ce nouveau cadre de reporting, il y a la partie biodiversité, et pour l'instant, c'est pas encore obligatoire, mais ça va être déjà obligatoire l'année prochaine pour les entreprises, les grosses entreprises, puis l'année d'après pour les tailles moyennes, puis machin. Donc ça arrive en vrai, ouais, et donc bah, les entreprises ont intérêt aussi à être en avance, donc être volontaires avant que ça soit, obligatoire. Déjà parce que, bah, pour leur image, c'est encore mieux, tu vois? De dire: «On a fait ça alors qu'on n'est pas obligé», mmh. vu qu'elles vont être obligées de toute façon dans quelques années, autant le faire, quoi. Et donc oui, la biodiversité, ça arrive dans les obligations, mais ça ne l'est pas encore, et forcément, vu aussi, bah, l'état économique, c'est compliqué de faire sortir de l'argent des entreprises. Donc voilà, mais je suis assez confiante que je vais en trouver, parce que j'en ai Ouais, déjà trouvé qui étaient partantes. C'est une question de temps aussi, en interne, pour convaincre, que les responsables RSE, qui sont toujours très volontaires, doivent convaincre aussi, ouais, les décideurs en interne. oui. Tu convaincs quelqu'un qui doit convaincre quelqu'un. Voilà, c'est un peu, Et du coup, c'est hyper intéressant je trouve aussi ce que tu as fait avec la masterclass, qui en fait, est un moyen d'aller toucher des entreprises qui sont peut-être moins avancées, qui sont peut-être pas prêtes à faire du mécénat, mais ça permet d'un peu d'aller les toucher une première fois, d'aller sensibiliser en interne, mmh, d'avoir un bel impact parce que tu sensibilises, l'entreprise, et ensuite de potentiellement plus tard, amener aller jusqu'au mécénat, donc aller sur ta deuxième offre, quoi. J'avoue que complètement. c'est un truc assez complémentaire qui je pense peut bien fonctionner. Mmh. Puis en plus, dans cette masterclass, je parle vraiment de Je Je viens t'écoute de juste, gratter sur mon micro. ça me gratte le torse. En plus, avec la masterclass, je parle de toutes les étapes qu'il faut suivre, un peu comme je viens de te dire là, tu vois? Ouais, Donc et qu'est-ce que c'est la biodiversité pour que tout le monde comprenne, sache et cetera. Et pourquoi c'est important, donc les cadres mondiales, les nouvelles mmh, réglementations et tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et évidemment, à la fin, je parle des partenariats, mais je dis aussi tout ce qu'il faut faire en étape de, évaluer, mesurer, avoir une feuille de route et cetera. OK. Est-ce qu'il y a des entreprises que tu vas voir en particulier plus certains types d'entreprises qui ont des impacts plus importants sur la biodiversité ou pas forcément? Ouais, bah, alors, comment je choisis les entreprises? En soi, moi, idéalement, je me dis que toutes les entreprises devraient et doivent, faire ça. Ouais, Mais dans la réalité, je suis pas forcément le bon interlocuteur pour toutes les entreprises, de ce que je comprends. Typiquement des très grosses comme LVMH, bah, elles font déjà en interne beaucoup de choses et cetera. Mais donc comment je choisis? Ça va être des entreprises de taille moyenne ou petite, qui sont déjà, assez engagées. Typiquement, mon premier client, c'était Pandati qui fait du thé bio. Donc en fait, c'est bio, ils essayent déjà de faire un maximum d'efforts sur leur packaging aussi et cetera. Donc ils sont déjà engagés, et c'est comment aller plus loin avec eux. OK, Et sinon, ça va être effectivement des entreprises qui, bah, ont des impacts, aussi directs et qui dépendent surtout directement de la biodiversité. Donc par exemple, agences de tourisme, parce qu'en fait sans nature, le tourisme, bah, ça marche plus, quoi. Ça peut être, des entreprises de l'agroalimentaire qui donc ont, comme matière première des choses qui viennent du sol, et donc bah, la biodiversité, c'est essentiel pour leur, modèle économique. Donc ouais, soit en fonction de leurs activités, soit en fonction aussi de leur, positionnement, on va dire. Quand tu es une OK. marque qui, se veut engagée, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui vend des produits aux clients en prônant toute cette image verte, bah, normalement, tu as tout intérêt à aller encore plus loin et t'engager pour la biodiff, quoi. OK. Et peut-être un point qui pourrait être intéressant aussi dont on parlait hier, c'est le côté, que
C'est compliqué le mécénat sur les entreprises à cause du côté greenwashing, qui est de plus en plus, Ouais, ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a eu des scandales, heu et les scandales sont importants aussi pour faire changer, les choses, pour faire évoluer les situations et tout. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait peur presque aux entreprises de faire du mécénat, hem, alors que c'est justement en fait, si tu fais du mécénat, et que tu bases pas tout ton engagement là-dessus, c'est pas du greenwashing. Si tu as à côté une feuille de route, que tu as des engagements, avec, très concrètement des indicateurs qui vont dire si oui ou non tu t'améliores en termes d'impact sur la biodiversité et tout. Et si en plus de tout ça, tu dis: «Bah, en plus on soutient tel asso parce que ça a un rapport avec nos activités, et on croit en l'investissement pour la nature et cetera», bah, c'est génial quoi. Enfin, tu as toutes les clés pour montrer que tu es engagé. Mais effectivement, oui, il faut pas c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut c'est du greenwashing. Si tu fais un don et que derrière tu bases toute ta communication, green là-dessus, et qu'en interne, tu fais absolument aucun effort pour réduire tes impacts, quoi. et donc toi, tu aides aussi les entreprises, j'imagine, à faire en sorte que cette communication, passe pas pour du greenwashing, mais par Mmh. contre que ça en soit pas réellement en interne, bah, parce que Oui. ça pour que ça soit suivi, pour que ça soit dans un projet un peu global, quoi. Bah, c'est aussi pour ça que je vais pas contacter des entreprises qui ont rien fait, qui ont même pas de bilan carbone, qui ont pas Mmh. de rapport RSE. Ouais. Enfin, Oui, parce que c'est sinon ce serait sinon ça je serait participerais au greenwashing finalement. OK. Même si au final et c'est ça aussi qui est un peu tricky, c'est que dans le greenwashing, au final, ça a quand même un impact positif parce que si tu donnes Ça quand reste même mieux que beaucoup rien. d'argent Ouais. à une asso, le problème c'est qu'il faut pas c'est pour les consommateurs le problème. Mmh. C'est qu'il faut pas berner le consommateur en lui faisant croire que tu es archi engagé parce que, Alors que tu soutiens une juste asso. tu donnes de l'argent, ouais. Mmh. Voilà. Mais au final, sur le concret du terrain, bah, si tu as donné plein d'argent à une asso qui fait de la préservation de la biodiversité, ça a un impact positif en vrai. Oui. OK. Donc c'est là où c'est toujours un peu tricky de Ouais. OK. Peut-être pour clôturer ça et même pour clôturer je une petite dernière question sur ça. Pour des gens qui seraient pas forcément, intéressés par l'entrepreneuriat, mais qui seraient intéressés par, s'engager sur tout ce côté, conservation de la biodiversité, peut-être dans des plus grosses entreprises. Hem, Vu que toi, tu vois un peu en interne ce qui se passe dans les entreprises, hem, selon toi, c'est quoi un peu les postes qui vont ouvrir, les besoins qu'il y aura sur des entreprises, bah, par exemple comme LVMH qui voudraient s'engager sur ces sujets? Heu, c'est quoi un peu les opportunités qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui voudrait pas entreprendre? J'ai l'impression que, il y a de plus en plus de grosses entreprises hem, qui embauchent des écologues. Donc typiquement, des gens qui ont fait des études un peu comme moi, préservation de l'environnement, biologie, ingénierie, du vivant et cetera. Et ben, maintenant, c'est des profils qui peuvent être intéressants pour des gros groupes qui ont, bah, des chaînes de valeur, qui sont beaucoup liées à l'agriculture et tout. Hem, Après responsable RSE, Mmh. évidemment, ça beaucoup et en plus, c'est intéressant parce que le poste de responsable RSE, j'ai l'impression qu'il évolue vachement vite. Enfin, les responsables RSE, ils se forment constamment, aux nouvelles choses qui arrivent et cetera. Enfin, c'est en mouvement Et tu donc vachement libre, non? bah, t'as quand même beaucoup de sujets. Je Ouais. pense que ça doit être un peu dur parce que souvent, tout repose sur leurs épaules, tu vois? Mmh. Et en parler en interne et gérer la com en externe et vraiment faire avancer les choses et tout. Ça doit être, assez fatigant si on est tout seul, mais c'est un poste qui doit être quand même assez intéressant. Et j'imagine que les entreprises, du coup, vont chercher à recruter aussi bah, sur le côté, aider le responsable RSE, bah, sur Ouais, la com, donc sur ouais. le côté com, sur le côté, gérer des projets parce que, quand le responsable des RSE, il veut lancer des projets autour de ça, il faudra du monde pour le Mmh. gérer ses projets, il peut pas faire tout seul. Ouais. Bah, là, en ce moment, il y a quand même beaucoup d'offres, en prestataire, externalisé, mais c'est vrai qu'il y a toujours un mouvement aussi. Il y a des entreprises qui préfèrent faire tout en interne, donc en fait, ils embaucheraient quelqu'un pour s'occuper de Mmh. ça. Et quand tu es une entreprise qui crée toujours des nouveaux produits et cetera, bah, tu as souvent besoin de refaire des cycles de vie. Donc c'est-à-dire regarder un peu tout le Toute l'analyse de ouais, toute l'analyse du cycle de vie l'impact du de produit, ouais, du de sa création à son ouais. transport, à sa fin de vie et tout. Donc ouais, responsable RSE, écologue, de toute façon tous ces métiers-là, ça va être de plus en plus essentiel, hein. OK, trop bien. Et toi, pour le coup, tu dois continuer de ton côté,
Ouais, bah, moi, je me vois là continuer à fond, essayer de faire en sorte que ça marche. Heu, j'ai bon espoir parce Gérer ces 2 que projets en même temps, ouais, voilà, les 2 se nourrissent. Il y a le projet, sur les réseaux sociaux d'aide des jeunes et de l'autre côté, la mise en relation asso, entreprise. Au final, les 2 c'est aussi pour, soutenir le travail des associations qui est essentiel et aussi la valorisation de ces assos, moi, par le du contenu sur mes réseaux sociaux. Parce que des petites assos, elles ont pas forcément en interne des compétences de responsable com, des choses ils ont pas forcément le temps de s'en occuper puisque déjà ils doivent faire, leur projet de terrain, plus, trouver des fonds pour, pérenniser leur projet et cetera et donc bah, moi, en les mettant en avant, ça permet de les faire connaître aussi. Donc voilà. trop bien. Et bah, merci beaucoup. Bah, Bon merci à courage vous. pour tout ça. Peut-être pour finir est-ce que avec toutes les personnes que tu as rencontrées dans les assos et cetera, est-ce que tu penses à quelqu'un qui comme toi, avait des convictions concrètes, est passé à l'action pour s'engager par rapport à ça, qu'on pourrait aller rencontrer? Mmh, ben, je pense, à une association, dans le Pays basque qui s'appelle Itcha Sharima. OK, C'est, la fondatrice, qui a créé ça, c'est une grande passionnée de cétacés marins, et elle a créé cette association et toute seule et à côté, elle travaille en plus et tout et c'était je l'avais interviewée pendant mon tour de France, elle était très inspirante. OK. Ils font quoi l'association? Ils font, de l'identification, des cétacés, dans le golfe de Gascogne, si je dis pas de Ouais, bêtises. Hem, donc c'est des sorties en mer pour, photo-identifier les ailerons pour ensuite faire du suivi des individus. Ils font évidemment aussi des actions de sensibilisation, éducation, ce genre de choses. OK, Et trop si je bien. peux aussi, rajouter, hem, que, je suis toute seule aussi dans mes projets, mais pas vraiment toute seule non plus. Parce que comme on l'a dit, bah, je me suis entourée, il y a des gens qui m'aident, par des rendez-vous et tout et aussi surtout, il y a 3 filles qui m'aident en ce moment, donc je voudrais quand même leur faire un big up Ouais, à Laura, Lynn et Lila, qui m'aident, pour tout ça et il y a notamment, le nouveau site avec la carte là qui va sortir, ouais, qui est encore mieux avec, plein de nouvelles assos, des filtres pour trouver la bonne asso et tout, donc un grand merci à Laura de m'avoir aidée là-dessus et j'ai via du hâte de coup vous le montrer. No Code for Good, c'est ça? Oui, voilà, OK, c'était beh, pareil, c'était faut planter des graines partout. J'avais créé un petit appel d'offres sur No Code for Good, qui est une plateforme qui met en relation les no-codeurs avec, des porteurs de projets engagés et c'est comme ça que j'ai rencontré Laura et j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontrée donc voilà et hâte trop que vous bien. découvriez le nouveau Bah, hâte de voir site. le nouveau site qui du coup, si on a envie d'aller plus loin dans tout ça, découvrir les assos, aller s'engager pour les assos, faut aller sur le site de Conservation Journey. Exactement. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et n'oublie pas de laisser un like s'il t'a plu. Ciao!